Bonjour et bienvenue à notre formation virtuelle aujourd'hui, rapport sur l'enquête Le droit de lire, suivons les recommandations. Nous débutons cette journée en reconnaissant que nous nous réunissons sur des terres autochtones habitées par des peuples autochtones depuis le début. Nous reconnaissons que IDEA Ontario dessert les citoyens sur les territoires traditionnels des Premières Nations de l'Ontario, les Ojibwe, Chippewa, les Anishinaabe, les Iroquois, les Mohawks, les Hurons-Wendat, les Attawandarons, les Cris et les Mouscris, les Oneida et les Algonquins. Nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec cette province. Cette reconnaissance nous rappelle nos responsabilités envers nos relations et les terres ancestrales sur lesquelles nous apprenons, partageons et vivons. Je suis Joanne Bertrand et je siège au conseil d'administration de l'International Dyslexia Association Ontario Branch, également connu comme IDEA Ontario. Nous sommes un organisme de bienfaisance géré par des bénévoles et des assistantes en administration qui se consacrent à fournir des informations et un soutien aux personnes dyslexiques et leurs familles, ainsi qu'aux éducateurs et éducatrices en plus d'autres professionnels. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la dyslexie et la littératie structurée ou la science de la lecture sur notre site web www.ideaontario.com. Nous sommes privilégiés aujourd'hui d'accueillir nos experts et expertes. Lise Lheureux, orthopédagogue, formatrice et consultante à la faculté de lexigraphie. Bienvenue, Lise. Ron Cadez, directeur des services pédagogiques Louis Riel, la division scolaire Louis Riel. Bienvenue, Ron. Michel Minor-Corriveau, professeur agrégé orthophoniste à l'Université Laurentienne. Bienvenue, Michel. Et maintenant, voilà, voici les détails de notre journée. Melinda, notre assistante, gérante de notre bureau maintenant, va mettre un lien des documents d'aujourd'hui dans le chat. Alors, ça devrait être accessible maintenant. Lors de la journée, si vous avez des questions, nous avons allumé la fonction des questions. Vous pouvez vous déposer les questions là. Nous avons aussi des questions que vous nous avez remises lors de votre enregistrement à la formation. Alors, nous allons tenter de répondre à toutes vos questions aussi. Et dans le chat ou le clavardoir, nous vous invitons à y déposer des ressources que vous pourriez partager aussi. Aussi des commentaires, n'importe quoi qui est assez harmonieux et c'est tout. Les certificats de participation seront offerts dans le courriel de suivi qui sera transmis le 4 novembre. Vous aurez accès à l'enregistrement aussi dans le courriel de suivi du 4 novembre. À la fin de la journée, nous avons un tirage de prix de présence, des dons généreux qui ont été offerts par des compagnies qui nous créent des produits francophones pour nos écoles francophones et nos écoles d'immersion, grâce à Lise et à Michel qui nous ont offert ces prix, qui sont allés chercher les prix pour nous. Merci beaucoup, Michel et Lise. Si vous ne connaissez pas encore le rapport sur le droit de lire, voici le lien. Melinda, si tu veux insérer le lien de ce rapport dans le chat, ce serait aussi très utile au cas où qu'il y ait des participants et des participantes qui seraient curieux. Et voilà. J'ai cliqué sur le lien au lieu de ma présentation. Je m'excuse. Je retourne à ma présentation bientôt. Mais sans plus tarder, j'aimerais vous présenter Michel Minor-Corriveau qui va nous expliquer les recommandations du droit de lire, comment nous pouvons les appliquer dans nos écoles et elle va nous offrir l'historique et tout ça. D'accord? Merci beaucoup, Michel. Ça me fait plaisir, Joanne. Moi aussi, j'ai quelques petits éléments de cuisine avant de commencer. Je vais partager mon écran. Je vais partager toutefois la présentation pour que vous la voyez, mais vous allez avoir accès, là, je viens de déposer les PDF dans
le fichier ou le dossier qui a été partagé dans le chat. Donc là, si un des animateurs pouvait juste me dire, me donner un thumbs up si vous voyez ma diapositive avant que je commence, c'est parfait. Donc, d'abord, merci à Joanne et son équipe, puis à mes merveilleuses personnes. On semble se retrouver ici à la fin octobre de chaque année. Peut-être qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais l'an prochain, on se trouvera certainement d'autres thèmes de discussion. Et puis, on nous a demandé de partager un petit peu des réactions face au rapport du droit de lire. Bien sûr, vous en êtes conscient. Je pense qu'on a fait le tour de la question depuis qu'il a été lancé, mais je ne sais pas si on a vraiment pris le temps de considérer les 157 recommandations. Donc, ce que je fais pour vous aujourd'hui, c'est que on vous a préparé des petits trésors, des documents. On n'a pas le temps de discuter des 157, mais il y en avait certaines qui, à mon avis, pouvaient être réglées relativement rapidement avec des enseignants, des parents, des gens qui sont bienveillants comme ceux qui sont ici avec nous aujourd'hui, qui veulent savoir comment placer l'élève au centre de la réussite sans attendre comme dès maintenant. Donc, on s'est proposé comme thème de suivre les recommandations parce que d'un, on n'a pas vraiment le choix. Quand la Commission ontarienne des droits de la personne se prononce, on doit écouter. Et puis, donc, le gros de ma présentation va être centré sur quelques recommandations, puis je vais vous partager les coups de cœur que moi, je trouve qui peuvent vous aider. Donc, sans plus tarder, je commence un peu par la fin. Donc, cette année, étant donné que je pense que Lise, puis Ron, puis Joanne, on est très sollicités pour des formations justement pour discuter de certains thèmes. Puis, il y a souvent des choses qu'on est en train de développer dans les coulisses qui ne sont pas toujours tout à fait prêts au moment de présenter. Donc, j'ai formé ce groupe-là. C'est un groupe sur Facebook. Ça peut prendre d'autres formes. Le groupe est privé. Mais la seule raison qu'il est privé, c'est pour que les gens se sentent en toute sécurité de poser leurs questions sans jugement. Donc, n'importe qui a accès à des formations que j'ai données. Si vous balisez ce code-là, ou si vous vous rendez directement sur Facebook, mais en balisant le code, vous allez être obligé de demander accès, mais bien sûr, je vais vous le donner. Puis ce qui va arriver, c'est que quand je trouve des petits pépins dans les choses qu'on crée, des fois, on n'a pas toujours de relecteur, de relectrice, on va changer quelque chose, on va corriger quelque chose. Je vais être capable de vous partager la mise à jour de manière rapide à tout le monde sans être obligé de passer par toutes vos adresses courriel. C'est un lieu où j'espère que les gens vont faire des échanges. Moi, j'en apprends énormément en suivant des groupes sur les réseaux sociaux. Puis je vais vous partager ceux qui m'animent depuis un beau petit moment. Donc, c'est un petit cadeau pour vous aujourd'hui. Donc, si on avait, dès le début, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion de lire l'article dans Le Voyageur ou bien le billet de blog que j'ai rédigé sur le rapport du droit de lire, ma plus grande critique, ça a été qu'on n'a pas parlé à des francophones. Bon, on va mettre de l'eau dans notre vin un tout petit peu. Est-ce que ça aurait changé les recommandations? Non. Mais je vais vous dire un peu ce que la Commission ontarienne des droits de la personne aurait peut-être découvert si elle avait considéré toutes les populations. Puis, je vais aussi vous sécuriser en vous disant que ce n'est pas parce qu'on n'a pas nécessairement été à cette table-là qu'il n'y a pas eu de consultation, parce qu'il y en a eu dans les arrière-plans. Et ça n'annule pas la pertinence de certaines recommandations. Donc, tu sais, dès qu'on ouvre le rapport, on voit, c'est des images en anglais, c'est des dessins en anglais. On a vraiment consulté seulement des conseils scolaires en anglais et les facultés de l'École des sciences de l'éducation, il n'y en a pas de langue française qui ont été consultées. On a aussi une petite parenthèse sur la traduction. Bon, ça pourrait paraître anodin puis moins important pour certains, mais tu sais, le terme en anglais « educator », ça englobe tout. Ça englobe tout le monde qui travaille à instruire, à enseigner. J'avais assisté à une formation il y a 20 ans. Puis la dame avait dit, c'était pour le Picture Exchange Communication System. Puis la dame avait dit, aujourd'hui, elle parlait anglais, tu sais, je fais référence à tout le monde comme étant des éducateurs parce que nous sommes tous des éducateurs. Donc, d'emblée, on comprenait qu'elle nous mettait dans le même bassin, si on veut. Sauf que le terme éducateur en français puis éducatrice, c'est le terme réservé pour Educational Assistant. Donc, quand on fait référence à des éducateurs et non au personnel enseignant, quelqu'un pourrait avoir de la difficulté à se trouver dans les recommandations s'ils n'ont pas vraiment analysé à fond le corps du texte pour se rendre compte qu'effectivement, ils veulent dire des enseignants. Pour le savoir, il fallait comparer les deux versions. Ce que j'ai fait,
J'ai aussi comparé les recommandations en français et en anglais, puis je vais vous donner mes pistes là-dessus. Il y a eu des erreurs. Tu sais, EQAO, c'est vraiment l'ocre, puis pas le EQRO comme fait en français, mais des fois, ça disait l'ocre, puis des fois, ça disait EQRO. On parle de Area of Difficulty comme un chapitre de difficulté. On parle du Three Queuing System, qui est très connu en anglais. Puis les francophones disaient, ben nous, on est chanceux parce que, regarde, on a critiqué une méthode que nous, on n'utilise pas. Mais c'est pas vrai, on l'utilisait, hein? C'est juste qu'on ne l'appelait pas le Three Queuing System. Il n'y avait pas de nom. Mais si on voulait le traduire, c'est pas par les 3 systèmes d'indices. Parce qu'il n'y a pas 3 systèmes. C'est un système avec 3 indices. Puis partout, on traduit spelling comme étant épellation. Bon, il y aurait eu lieu de dire, tu sais, orthographe, habileté d'orthographe. Mais là, c'est à peu près le tel. J'ai terminé mes critiques, là, parce que c'est quand même un beau travail, un travail très, très onéreux qu'ils ont fait. Donc, j'ai décidé hier de commencer des petits minor-corrivismes. Ça peut ne pas peut-être prendre, puis il n'y aura peut-être pas de hashtag là-dessus. Je ne suis pas la première à avoir dit que le savoir mène ou bien donne le pouvoir. Donc, je vais évidemment corriger ma diapo tantôt. Mais même si le savoir mène au pouvoir, on ne peut pas lancer 157 recommandations dans l'univers pendant une pandémie, alors qu'il y a une pénurie d'enseignants qui manquent de temps, de ressources et de matériel sans fournir des pistes de solutions. Donc, bien sûr, ça, ce n'était pas la responsabilité de la Commission ontarienne des droits de la personne, mais il me semble qu'on aurait pu suggérer un alignement, si on veut, du moment où on allait raconter tout ce qu'on allait raconter en disant, mais regardez, oui, il va y avoir des éléments à changer, mais voici ce que vous pouvez faire dès maintenant à partir de ce que vous avez en main ou à partir d'éléments qui coûtent peut-être pas très cher. Parce que la personne, vous allez m'entendre le dire souvent, la personne la plus puissante dans l'apprentissage de l'enfant, c'est l'enseignant. À part ses parents, c'est l'enseignant. OK? Donc, moi, je trouve que c'est super important. Donc, je relève quelques constats sans nécessairement aller dans les détails des recommandations, mais vous allez voir que je vous fais la liste des recommandations qui, à mon avis, méritent que vous alliez peut-être les lire pour les considérer. Donc, ça m'a vraiment plu de voir le rôle de l'orthophoniste comme étant la personne clé qui va s'occuper de la prévention, de l'évaluation et puis de l'intervention, mais de l'écrit. Puis la raison que ça m'a plu, c'est parce qu'il y a des gens qui résistent au changement et puis c'est difficile quand on a œuvré d'une certaine façon pendant tellement longtemps de dire, bien là, on va ajouter à vos tâches. Mais c'est vraiment dans le rôle d'un conseil scolaire de faire des évaluations du langage écrit. Puis, autant que nos collègues merveilleux, les psychologues associés, les psychométriciens, ont un excellent rôle à jouer côté fonction cognitive, fonction exécutive pour évaluer la lecture, l'écriture. De notre côté, l'orthophoniste a les bases linguistiques pour être capable de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on va faire la rééducation? Parce qu'elle ne sera pas nécessairement pareille pour tout le monde en fonction de l'âge de l'élève, en fonction de ses langues, en fonction de l'apprentissage qui a eu lieu ou de ce qu'ils ont capté, ce qu'ils n'ont pas capté. Ça prend vraiment une analyse à fond. La CODP a assigné au MEO, donc au ministère de l'Éducation de l'Ontario, aux facultés d'éducation, au conseil scolaire, ça me prend des X partout, a assigné à toutes ces personnes-là des tâches. Donc, il ne faut pas penser que les 157 recommandations doivent être accomplies par les enseignants ou par les parents ou par les orthophonistes. On en a qui relèvent de nos domaines, puis on en a qui relèvent des autres. Donc, vous avez accès à un Google Sheets. Dans ce Google Sheets-là, vous allez trouver, on va faire le tour dans quelques minutes, vous allez trouver les 157 recommandations, mais je vous ai proposé des thèmes au cas où vous voudriez faire des tris. OK? Donc, ce qu'on aime du rapport, c'est qu'on a redonné aux facultés d'éducation, on a comme mis la lumière sur le fait que ça ne peut pas être réservé à des cours de qualification additionnelle, là, les informations qu'on vous partage aujourd'hui, puis là où on vous dit qu'il y a peut-être eu des lacunes dans les formations, vous n'êtes pas responsable de ça. On a eu la formation qu'on a reçue. Mais maintenant qu'on le sait, il faut agir. Donc oui, il va falloir qu'on crée des cours de mise à niveau de ce genre de choses-là, puis je vous en parle. Mais ça appartient au bac. Ça appartient lors de votre formation initiale parce que ce n'est pas juste réservé aux gens qui vont devenir les plus spécialisés dans un domaine parce que c'est tout le monde qui doit aider à apprendre à lire à l'élève, pas seulement l'enseignante de la première à la troisième ou même de maternelle à la troisième. Donc, j'aime préciser que la CODP a comme mis un accent peut-être trop important sur certains éléments, pas parce que ces éléments-là ne sont pas importants, ils le sont, mais on n'a pas suffisamment
je pense, mis l'accent sur des éléments connexes qu'on aurait dû faire. Donc, on parle de dyslexie partout, mais la dyslexie, ça fait partie des troubles de l'écrit. On peut savoir décoder sans comprendre ce qu'on a lu. Alors, on n'est pas dyslexique, mais on n'a pas compris quand même. Les raisons sont différentes. Peut-être que j'ai moins compris le message, peut-être que c'est au niveau du langage oral que je n'ai pas compris, mais il faut absolument, absolument intégrer tout ça. Okay? Il ne faut pas non plus parler de lecture sans parler d'écriture. Ça va de pair, même si la réussite ou l'atteinte ne sera pas la même aux deux endroits. Ce n'est pas parce qu'on peut lire un mot qu'on peut l'écrire. Okay? Ça, c'est des discussions qui vont excéder là, la présentation d'aujourd'hui, mais c'est des précisions importantes à apporter. Okay? On a beaucoup parlé de la vitesse en lecture. Puis, si vous voulez m'entendre parler sur les vrais indicateurs à la réussite en lecture appuyés par la science, bien alors, je pense que Lise va faire état là, des présentations qui sont offertes sur son site, mais on en prépare également à travers de la clinique universitaire d'orthophonie. Trouvez-moi, on a des partenariats avec des conseils scolaires. La vitesse, ce n'est pas l'idée d'aller chercher un nombre de secondes ou un nombre de mots lus par minute. L'idée, c'est vraiment d'avoir un respect de l'intonation, que ça n'ait pas nuit à la compréhension. Donc, trop lent ou trop rapide, ça va nuire à la compréhension. Mais quand l'élève est en train d'apprendre, en première année, ce n'est pas le moment de mesurer sa fluidité. OK? Ce n'est pas le moment de mesurer la vitesse. Il va être en train de... La fluidité va vraiment évoluer avec le temps et elle va changer. On peut être très fluide sur un texte très simple, puis dès qu'on va nous donner des textes plus complexes, on va manquer de fluidité parce qu'il y a des mots qui sont trop complexes, puis je les ai décodés, puis j'ai été obligée d'utiliser une méthode syllabique, puis finalement, je l'ai compris, je me reprends. Donc, la fluidité va changer. Donc, je sais que le rapport ne pouvait pas tout dire, mais je vois tout de suite des gens qui se disent, OK, si c'est la vitesse qui est importante, je vais aller me chercher là, des tableaux qui ont mesuré ça en anglais, je vais l'appliquer en français, puis ça ne se fait pas facilement comme ça. Ce n'est pas non plus parce qu'on a un débit de paroles plus rapide en français, puis moi, c'est encore pire, mais ce n'est pas à cause de ça que nécessairement les francophones vont lire plus rapidement que les anglophones. La majorité des francophones que moi, je connais sont bilingues. Donc, dépendant de ce qu'ils lisent, peut-être qu'il y a de la compétition entre les connaissances dans les deux langues. Donc, il y a plein de facteurs à mesurer. Donc, j'espère que ce qu'on a retenu de ça, c'est qu'on ne va pas à la recherche d'un nombre de secondes ou de nombre de mots par minute ou de nombre de secondes lues pour un texte précis. Okay? Parce que ça non plus, on ne l'a pas mesuré. Quand on fait référence au fait français dans les recommandations, puis tu lis ce qu'il y a en anglais, c'est évident qu'ils pensent aux gens qui sont en train d'apprendre en immersion. On n'a pas du tout considéré le fait qu'en français, en Ontario, il y a des écoles de langue française, langue maternelle. Okay? Donc, on lit à un moment donné, dans le document français, tous les élèves peuvent apprendre le français s'ils ont accès au soutien nécessaire. Bien, c'est un peu étonnant comme francophone de lire ça parce que je me dis, bien oui, ça va de soi. Mes enfants sont éduqués en français. Puis là, quand on lit le paragraphe en anglais, on voit qu'ils veulent vraiment. On parle ils disent French boards, mais French boards, oui, ils ont peut-être moins de ressources puis moins de programmation, mais on n'en a peut-être pas aussi peu que ce qu'ils imaginent, même si ce n'est pas les mêmes choses. Puis, oui, on a le droit d'avoir une éducation en langue française, mais partout, c'est un petit peu, ça nous a laissé un petit peu sur notre soif. Okay? Même s'ils ont fait la distinction ici entre French Boards puis French Immersion, ils n'ont pas parlé à personne dans les conseils de langue française, malheureusement. Okay? Il y a des endroits où c'est le fun d'ajuster le tir. Donc, je suis heureuse de voir qu'on a cité le National Reading Panel, le Rose Report, le rapport de la table ronde, le Réseau canadien de recherche sur le langage et l'alphabétisation. Mais on a négligé des recherches importantes qui ont été faites en français, puis il y en a qui sont même relativement récentes, dont le rapport de lire et écrire, qui a été fait par l'Institut français en éducation, puis le rapport de l'INSERM sur la dyslexie, qui est très, très, très pertinent. Donc, quand moi, je lis des textes en français, la première question que je me demande, c'est est-ce qu'ils ont vraiment considéré tout ce qui a été fait en français? S'ils ont fait des omissions importantes, à mon avis, ils n'ont peut-être pas fait le tour de la question. Est-ce que ça aurait changé les recommandations? Pas changé, mais précisé peut-être. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le rapport qu'on a entre les mains? Alors, c'était clair. Oui, il faut qu'on investisse dans les livres décodables. Ils en ont parlé longuement.
Oui, il faut travailler sur la compréhension, même s'ils l'ont seulement mentionné à quelques petites reprises. Non, il ne faut pas faire un feu de camp avec vos livres gradués. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est les grilles d'évaluation, puis les certificats de niveau réussi, par contre, qui servent à personne. Okay? Donc, une chose que vous pouvez faire dès demain, là, c'est vendredi, dès lundi, si vous avez l'habitude d'envoyer des certificats avec vos élèves, parce que pour l'instant, on n'a pas remplacé la méthode que vous employez pour évaluer la lecture avec autre chose, bien de grâce, peut-être changer le certificat, puis faites en sorte que l'élève qui travaille très, très fort, même s'il ne franchit pas le niveau, puis je mets le niveau entre guillemets, là, même s'il ne franchit pas ce niveau-là, que lui aussi ait un certificat. OK? Je ne suis pas la maman qui pense que tout le monde devrait avoir une médaille au soccer. Je travaille fort avec mes enfants pour leur dire que des fois, on a des échecs, puis les échecs, ça va vous permettre d'apprendre des choses. Mais rendons-nous compte que l'élève qui arrive à lire facilement, pour lui ou pour elle, ils sont chanceux, mais c'est quand même une certaine force pour laquelle ça s'adonne qu'ils ont cette force-là. Ça s'adonne que c'est peut-être pas, par exemple, les sports. Okay? Comme c'était peut-être mon cas. Je me souviens pas d'avoir travaillé très, très, très fort pour apprendre à lire. J'étais peut-être la minorité, mais je me souviens qu'on ait ciblé des élèves dans ma classe comme des élèves qui devaient modeler leur lecture d'après la lecture des forts dans la classe. Puis ça les a détruits. Parce qu'aujourd'hui, je reconnais que c'était des élèves qui avaient des grands défis côté apprentissage. Okay? Donc, ne placez pas de liste dans votre classe, que ce ne soit pas évident qui est 3, 4, 5, 7 niveaux derrière les autres. Parce que ça ne les encouragera pas à lire. Puis ça va aller à l'encontre de notre rôle qui est de soutenir l'apprenant là où il est. On n'a pas des groupes homogènes. On a des enfants qui viennent de commencer à parler français quand ils arrivent en maternelle, autant dans les écoles de langue française que dans les écoles d'immersion. On a des enfants qui ont que parlé français dans les écoles de langue française. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. On s'entend que la distance de connaissance entre ces deux-là va être immense. Ajoute à ça qu'on a les maths jardin ensemble, puis on pourrait avoir le plus jeune de la maternelle qui n'a jamais parlé français avec le plus vieux en jardin qui a toujours parlé français. Ça représente beaucoup plus que 2 années de connaissances et de scolarité. Donc, il ne faut vraiment pas comparer les élèves entre eux à ce niveau-là. C'est comme le golf. Quand tu vas golfer, là, c'est ton score contre ton score la prochaine fois. OK? C'est la même chose avec l'éducation. C'est la même chose avec les compétences scolaires. Donc, si je peux vous laisser là avec un autre petit message là, de choses que vous pouvez faire dès demain, mais le voici. Donc, la CODP a dénoncé l'évaluation à partir d'indicateurs non validés. Par exemple, les livres gradués. Ce n'est pas les livres qui sont le problème. Un livre, c'est juste un livre. Le problème, c'est qu'on a trop longtemps imaginé que quand l'élève franchissait un niveau, il y avait comme une compétence qu'il avait acquis. Okay? Donc, quelque chose que je n'ai pas encore partagé dans le Drive, mais je vais le faire, c'est j'ai une liste de correspondance entre les niveaux, pas juste niveau A de Fountas et Pinnell, c'est niveau 1 GB+. J'ai une liste de la description de ces niveaux-là, puis vous allez voir que c'est même pas pareil. Donc, on n'a pas lieu de tenter de faire comme Fountas et Pinnell ou de tenter de placer des collections de livres qu'on crée sur des échelles qui ne sont pas destinées pour ça. Numéro 1. Numéro 2, même en anglais, les échelles alphabétiques là, de A à Z, les livres nivelés, là, the readers, même s'ils sont utiles pour identifier qu'un livre A, c'est plus simple qu'un livre Z, on n'a jamais mesuré, puis il n'y a pas lieu de le faire, quel type de livre était lu par quel niveau scolaire. Donc, on a comme extrapolé ça, puis on a dit, bon, tu lis un livre à un niveau des livres de niveau G, tu dois être en 2e année. Mais c'est ça qui est de la foutaise. Ça ne fonctionne pas. OK? On a parlé de littératie équilibrée. Tu sais, il ne faut pas imaginer que tout est aussi mauvais que le reste. Ce qui a peut-être causé un peu de friction par rapport à la littératie équilibrée, c'est vraiment parce qu'on partait d'un livre jeunesse, puis on disait, tu sais, pourvu que l'élève aime lire, si on transmet l'amour de la lecture, ça va aller, puis il va vouloir lire, puis parce qu'il veut lire, il va devenir bon. C'est comme le Matthew Effect. Alors que ce n'est pas vrai. On a des bons lecteurs qui ne choisiront jamais un livre le samedi après-midi parce qu'eux autres, ils font d'autres choses pour s'amuser. Puis on a des mauvais lecteurs qui ne sont pas mauvais parce qu'ils n'aiment pas lire. Ils sont mauvais parce qu'ils n'ont pas connu de succès.
parce qu'ils se sont pas exercés. Donc là, en revanche, ils n'aiment pas ça. Donc, plus on éprouve du succès, mieux plus les chances sont grandes qu'on veuille lire. Puis pour faire ça, le rapport de lire et écrire le dit très clairement, ça passe par des livres décodables en premier. C'est là que ça commence. On ne dit pas seulement des livres décodables, il faut faire en parallèle parce qu'il faut travailler la compréhension aussi. Donc, c'est jamais un au détriment de l'autre. Il y a des moments où on donne des livres à l'enfant pour que lui ou elle le lise, puis il y a d'autres moments où on va présenter des livres à l'élève que nous, on va lire pour développer le vocabulaire et le reste. On dénonce le système à 3 indices. Parce que quand Marilyn Jager Adams a lancé son système MSV en 86, je crois, le visuel auquel elle pensait, ce n'était pas l'image, c'était le mot. Le sens, puis comment ça sonne, c'était pas d'essayer de deviner. C'était quand tu as lu le mot, est-ce que c'est un mot que tu as déjà entendu? OK? Puis la structure, bien sûr, ça vient un peu plus tard, mais c'était pas complètement faux au départ, mais dans notre utilisation, puis la transformation avec le temps, c'est ça qui a comme, disons, semé la graine chez les élèves ou chez les enseignants de dire, mais on peut deviner. Tu sais, si tu regardes l'image, je vais considérer comme quoi que tu as compris l'histoire, alors que c'est pas vrai. Tu sais, j'ai 2 exemples. J'ai déjà eu des conversations avec une enseignante qui me disait, bien, si l'élève lit un livre nivelé ou un livre de GB+, niveau 1, puis au lieu de dire « j'ai essayé », il dit « j'ai essayé », bien là, je ne lui donne pas son point. Puis moi, j'ai dit « ah non », j'ai dit « pour moi, ça me dit qu'il a comme oralisé le mot, puis il l'a associé à la façon qu'il le dirait. » Parce que c'est rare qu'on dit « j'ai essayé ça ». Je veux dire, dans l'oralité, là, on fait des transformations. On va dire « essaye ça ». Hein? Donc, il faut se mettre à la place de l'élève. Puis inversement, dans la même conversation, j'ai posé la question par rapport à, bien, je peins. Donc ça, c'est une des premières phrases dans un livre de niveau 1 que j'ai aussi, dans lequel j'ai écrit un blog là-dessus. Puis j'ai dit, bien, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, quand il arrive à je peins, puis il n'est pas capable de le décoder. Puis il dit, bien, l'enseignant te dit, c'est correct. S'il dit, je peinture, je lui donne son point. Puis je dis, bien là, tu te trompes. Parce que là, je sais qu'il n'a pas décodé. Parce que c'est vraiment pas du tout pareil, la forme-là. Je sais qu'il a regardé l'image. Donc, dans les 2 cas, il y a un cas pour lequel je sais que l'élève a lu et compris. Puis dans l'autre, il n'a pas lu, il n'a pas compris. Il a compris à partir de l'image. Donc, c'est ça qui est à dénoncer. Donc, ils avaient raison là-dessus. OK? Il y a eu des réalités ignorées, puis je vais vous les partager. Donc, une des choses qu'on ne sait pas, puis que je viens de l'apprendre, c'est que dans les contextes de langue française, en français, on n'a pas l'option, nous, d'inscrire nos enfants à un cours de langue autochtone. C'est malheureux parce que plus on a de langues, la langue, elle est rattachée à la culture elle est rattachée à la langue. Comment est-ce qu'on veut aider à embarquer puis à promouvoir une culture aussi inclusive et riche que les cultures autochtones si on ne peut pas s'inscrire à des cours de cette langue-là? Puis la raison qu'on ne peut pas s'inscrire à ces cours-là, c'est parce que ça enlèverait des minutes à l'anglais. Puis dans les systèmes de langue anglaise, on a le droit de s'inscrire à des cours de langue autochtone, mais à ce moment-là, ils doivent faire le choix entre les langues autochtones et le français. Donc, on voit à quel point, même au niveau systémique, il y a des changements à apporter parce que les langues des minorités ne peuvent pas coexister paisiblement dans un contexte d'apprentissage et c'est vraiment pour ne pas enlever du temps d'enseignement en anglais, alors que quand c'est la langue de la majorité, je pourrais argumenter que même si tout doit être enseigné de manière explicite quand ça vient à la langue, surtout à l'écrit, on baigne dans un milieu où l'anglais, il est très prédominant. Donc, je pense que ça ne serait pas une grande économie d'enlever, de permettre un échange de minutes pour inclure de l'enseignement des langues minoritaires. Oui, on a comme un peu fait allusion à la lacune de matériel qu'on a, aux outils qu'on a en dépistage et dépistage et d'évaluation qui ne sont pas étalonnés sur notre population. Mais vous avez quand même des conseils scolaires qui sont des experts à la gestion de l'information. OK? Puis même si pour l'instant, il y a peut-être des séries de données qu'on cueillait qui sont peut-être moins pertinentes que d'autres, ça n'enlève pas le fait qu'on a vraiment des bonnes méthodes, puis on en a des renseignements. Donc, si on est capable d'intégrer, comme on le fait avec plusieurs conseils scolaires qui nous ont demandé des conseils, d'intégrer des pratiques appuyées par la science, puis on leur dit, on va prendre l'année pour voir ce qui se passe sur vos groupes, puis ensuite, on aura des chiffres.
Ensuite, on aura des normes. C'est ça qu'il faut faire. En Ontario, si on regarde l'étendue de kilomètres, l'étendue de réalité, on a des petites communautés en Ontario où on parle très peu anglais, mais il y en a. Il y a d'autres communautés où on peine à avoir un petit peu de français à l'extérieur de l'école, mais pourtant, tout le monde va passer le même test de l'OCRE. OK? Ce n'est pas les indicateurs nécessairement puisqu'on mesure qui devraient être adaptés, mais on ne peut pas dire qu'on a respecté la sensibilité culturelle parce qu'on a changé le nom principal de l'élève ou de l'enfant dans l'histoire que je lis. C'est beaucoup plus profond que ça, cette idée-là. Donc, il y a une grande, je vais dire, une ouverture d'esprit à adopter au niveau systémique. Et puis, on a aussi quand même mesuré des éléments. On écoutait une dame de l'OCRE présenter en 2017 qui disait que les élèves de la 6e année n'avaient pas maîtrisé le subjonctif à l'écrit. Je dis, ben non, ils l'ont pas maîtrisé à l'écrit. Il y a des gens qui ne le maîtrisent même pas à l'oral. Quand on a dit ça, ils ont dit, c'est vrai. Donc, il faudrait vraiment qu'on ajuste un peu le tir là-dessus. Il y a une grande inconsistance dans l'accès aux services. Puis ça, je ne sais pas si ça aurait été soulevé. Je vous donne 2 réalités. Donc, en contexte de langue française, de français langue majoritaire, dans certains conseils, ceux qui vont au centre de soutien, c'est ceux qui ont besoin d'actualisation linguistique du français. Il y a 2 différents budgets pour ça. Puis le budget du centre de soutien, c'est réservé aux élèves en difficulté. Donc, il faut vraiment ne pas mêler les deux. Donc, si vous savez que ça se passe, bien, peut-être que vous avez des conversations à avoir avec vos cadres. En contexte d'immersion française, très souvent, on veut décourager les parents qui ont des élèves en difficulté d'aller en immersion parce que ça représente quand même un défi de plus d'enseigner à des groupes d'élèves qui ont des élèves en difficulté. Puis on va leur dire, bien, tu sais, peut-être qu'il serait mieux en anglais. Mais il n'y a aucune recherche qui a réussi à démontrer que le fait d'apprendre une 2e ou une 3e langue, que ça cause des difficultés ou que ça les aggrave. Actuellement, c'est le contraire, mais ce qui change, puis c'est là où le parent doit faire un choix très, très judicieux, c'est que en fonction de l'exposition à la langue française ou à la langue anglaise, c'est ça qui va limiter ton enfant. Donc, c'est dans un monde merveilleux où on sait qu'on peut contrôler le fait que la moitié de ce que l'élève reçoit comme intrant, comme message, comme habileté de communiquer. La moitié de ça se passe en français, puis la moitié, ça se passe en anglais, ou 1/3 en français, 1/3 en anglais, 1/3 en Anishinaabe-Moin. Règle générale, on devrait être capable d'amener l'élève à atteindre des niveaux de compétences ou de performance relativement équilibrés dans les 3. Mais ce qui change la donne, c'est qu'à l'extérieur de l'école, on baigne beaucoup plus dans un milieu de langue anglaise. Donc, ça va changer un petit peu là, la balance, si on veut. OK? J'apprenais récemment, puis c'est pas partout, parce que j'ai déjà fait partie de contextes de journée d'apprentissage professionnel en immersion. Puis j'ai des gens en immersion qui veulent en apprendre en français. Mais on a des gens qui nous rapportent que pendant les journées pédagogiques, le côté français, il est souvent genre négligé. Donc, dans les JAP, on va partager des connaissances, surtout en anglais. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. C'est pas juste parce que c'est partagé dans une autre langue que ça ne s'applique pas. Mais dès qu'on parle de la langue, dès qu'on parle de la lecture ou de l'écriture, c'est sûr qu'il faut vous fournir des formations dans la langue d'enseignement. OK? Puis, on a aussi vu des conseils résister à fournir des consentements aux évaluations ou à l'intervention dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Donc, je peux tout à fait apprécier la question des ayants droit. Je pense que c'est très inclusif d'accepter que des parents qui n'ont pas eu l'occasion de devenir aussi compétents au niveau du bilinguisme que ce qu'ils auraient souhaité, bien sûr, on veut que leurs enfants puissent avoir accès à ce genre d'éducation-là. Donc, on va chercher les effectifs, mais quand ça vient à des consentements, c'est pas une page qui demande si ton enfant peut avoir un hot dog vendredi, là. C'est un consentement à un service d'évaluation ou d'intervention que si le parent décidait à un moment donné qu'il n'est pas à l'aise avec ce que tu as proposé comme service, il pourrait décider de faire une plainte pour dire oui, tu m'as fait signer le document en français, puis j'ai accepté quand j'ai envoyé mon enfant ici avec le comité d'accueil que effectivement, j'allais recevoir toute ma documentation en français.
mais je n'avais pas compris ce que vous alliez faire. Puis là, finalement, je trouve que c'est une atteinte à la vie de mon enfant. On se comprend-tu que des fois, c'est parce qu'ils n'aiment peut-être pas le résultat de ce qu'on a découvert qu'ils vont se manifester, mais protégez-vous. Donc, des choses comme des consentements à l'évaluation ou à l'intervention en orthophonie, en psychologie, on se doit de documenter ça dans la langue que le parent comprend. Un parallèle très, très, très peut-être exagéré, mais tout aussi vrai, c'est que si moi, je me présente demain au Japon, puis on me demande de signer quelque chose quand j'arrive au Japon, puis on n'est pas capable de me le fournir dans ma langue, même si on me l'a comme expliqué un petit peu à l'oral, étant donné les difficultés qu'on peut avoir à se comprendre à l'oral, c'est sûr que je ne peux pas avoir fait un consentement éclairé. Donc, vu comme ça, c'est pas parce qu'on est en train de dire parler anglais dans les écoles de langue française, on est en train de dire aux parents, voici ce que ton enfant recevra, est-ce que tu es d'accord? Voici ce qu'on pense qu'il y a de besoin, est-ce que tu es d'accord? Okay? Donc, si on va les chercher, s'il vous plaît, qu'on aille au bout de ça pour les services qu'on va leur offrir. Puis, le moyen, j'aurais aimé que ce soit un mineur-corrivisme, mais le moyen le plus sûr de juger de la vraie liberté d'un peuple, c'est par le degré de sécurité dont bénéficient les minorités. Puis là, je viens de faire la lumière un peu sur des éléments où on ne se sent pas très en sécurité puis très protégé en français. Puis dès qu'on a des éléments comme on perd des acquis qu'on avait depuis longtemps, je me dis, quand est-ce qu'on peut compter les acquis comme étant vrais puis comme étant quelque chose que je n'ai pas besoin de défendre puis de remettre en question? Je devrais pouvoir faire d'autres choses, que de défendre les droits, parce que dans la langue de la majorité, on n'a pas à faire ça. On peut se concentrer sur notre sujet d'étude. Les élèves qui vont à l'université dans leur langue dominante n'ont pas à traduire ou n'ont pas à lire des articles scientifiques dans une langue dans laquelle ils n'ont jamais étudié vraiment, même s'ils sont très conversants en anglais. On a vraiment, vraiment du chemin à faire là-dessus, mais je trouvais que c'était très pertinent dans le contexte de la présentation d'aujourd'hui d'en parler. Donc, je reviens à mes moutons. Les 157 recommandations de la Commission ontarienne des droits de la personne. Ce que je veux vous partager, c'est les retombées potentielles de les suivre. Donc, on n'aura pas le choix, il faut les suivre. Mais pour les gens qui résistent, vous aurez des arguments à la fin de la présentation d'aujourd'hui, de la journée d'aujourd'hui, pour les convaincre d'embarquer un petit peu. Donc, si on considère le fait que les élèves en première année, leur niveau de rendement scolaire, il est prédictif de leur niveau de rendement en 12e année. Okay? Donc, le profil qu'on a en première année, ça va les suivre jusqu'en 12e année. On sait, par des études qui ont été faites, même si ce n'est pas en français, les constats sont quand même vrais. Puis, dans le cadre d'une autre présentation, j'explique les courants théoriques, mais je voulais vraiment aller droit au but avec vous. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a à peu près 66 % de la population aux États-Unis qui ne répond pas aux critères du curriculum en 4e et en 8e année. Puis la raison que je pense que ce n'est pas si différent, même si on a différentes orientations en Ontario puis au Canada, c'est parce qu'on n'a pas encore révisé le curriculum. Donc, le curriculum, il date. Donc, on a besoin de le réviser. On a besoin d'inclure des attentes qui sont peut-être plus justes. Donc, donnez-nous un moment, là, ça s'en vient. Mais si on garde cet élève-là en tête, puis qu'on se dit, bien, tu sais, pourquoi là, je devrais écouter ce qu'on nous dit aujourd'hui à la formation, puis pourquoi je devrais intégrer des éléments explicites à mon enseignement? Mais je suis ici pour vous dire que le taux de réussite après qu'un enseignement fondé sur la littératie structurée, appelez-le ce que vous voulez, un enseignement explicite, un enseignement progressif, un enseignement qui inclut des règles sur le code, tout ça, c'est vrai. OK? Le taux de réussite, donc là, on a vu qu'il y a seulement 1/3 d'élèves qui réussit en première année. Il passe de 33 % de réussite à 93 à 96 % de réussite. Puis vous avez ici les études qui l'ont mesuré. Puis même si ça a été fait en anglais, étant donné que la typologie, puis on parle quand même d'une langue alphabétique, d'une langue qui a un manque de transparence. Donc, si on considère le fait qu'après avoir installé ou intégré des fondements scientifiques à la façon qu'on enseigne, les gens qui ne réussissent pas, ça correspond au taux de prévalence dans la population, qui veut dire ces élèves-là, c'est vrai qu'il y a des élèves que, malgré ce qu'on fait, ils vont avoir besoin du palier 2 puis du palier 3. Ils vont aller au niveau 2, au niveau 3, côté intervention. Là. On ne va pas éliminer toutes les difficultés, mais on va certainement faire en sorte que les élèves qui auraient peut-être
moins bien réussi, on va le mettre dans le potentiel de réussite beaucoup plus élevé. Puis les données que vous voyez ici, c'est des données en France. Donc, ce n'est pas juste des données en anglais. Okay? Donc, c'est ça qu'on veut. On veut faire en sorte que les élèves qui ne réussissent pas soient des élèves en difficulté d'apprentissage de la lecture et de l'écriture auprès de qui il faut intervenir, on s'entend. On peut les amener à faire du progrès, mais on veut s'assurer que les élèves qui pouvaient réussir, qu'ils ont réussi. OK? Sans trop d'intervention pour laisser de la place au service EED à ces élèves-là. Ils ont besoin de plus de temps que ce qu'on est en train de leur offrir. OK? Donc, les facteurs qui influencent la réussite de l'élève, il y a plein de la question que je reçois le plus, c'est quoi ton programme préféré? Qu'est-ce que tu me recommandes? Quelle liste est-ce que je peux suivre? Okay? Donc là, je vais vous donner des ressources aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui sont gratuites, mais vous allez peut-être être déçus quand je vais vous dire que la réponse n'est pas dans un programme. Okay? Donc, quand je pose la question aux gens qui m'entourent, je vais leur dire, bien, est-ce que c'est l'enseignant ou la méthode qu'il utilise, peut-être pas la méthode, le manuel qu'il utilise, qui fait la différence dans le succès de l'élève? Okay? Si on n'était pas en webinaire, là, je vous enverrais dans une petite salle puis je vous demanderais de me donner vos arguments. Vous pouvez le faire dans le chat. Donc, le mineur corrivisme 2, là, si vous voulez le tweeter, faites-le. Là, c'est que la solution, ce n'est pas dans un manuel. C'est vraiment dans l'expertise des connaissances du personnel enseignant. Ne sous-estimez pas votre expertise. On sait, il y a des éléments qui n'ont peut-être pas fait partie de votre formation, mais je vous assure que ce n'est pas inaccessible. Puis qu'une fois qu'on vous explique le code, comment vous y prendre, ça va vous mettre dans une situation de pouvoir. Et puis vous allez dire, ah, c'est juste ça. Puis oui, vous allez avoir des questions. Il y a peut-être des éléments que vous allez dire, ça me vient moins facilement. Okay? Mais si j'avais jamais lu un article, si j'avais jamais assisté à un webinaire en soirée, peut-être en faisant de la vaisselle gratuit, si j'avais jamais écouté un lien YouTube qui m'a été envoyé, je pense que j'aurais pas acquis toutes les connaissances que j'ai, parce que dans la vie, on n'a pas le temps de toujours s'inscrire à des formations qui durent toute la journée. C'est pour ça qu'on les offre en différé aussi. Mais c'est sûr que si vous prenez ça comme une trajectoire de votre formation, puis que vous n'avez pas terminé, puis moi non plus, je n'ai pas terminé, puis prenez ça un élément à la fois. C'est facile de regarder tout ce qu'on a à faire puis de dire, je suis submergée, j'ai trop de choses à apprendre. Mais je vous encourage, après chacune des présentations, de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire là, avec les connaissances que j'ai, que demain, sans nécessairement acheter du matériel nouveau, sans nécessairement me former, qu'est-ce que je peux faire? Puis ensuite, vous pouvez avoir votre petite liste d'épicerie là, de personnes que vous voulez suivre ou de gens qui ont peut-être fait appel à une formation que vous voudriez suivre, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Là, les connaissances des gens qui sont sur le panel aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on y travaille. C'est juste que ça s'adonne qu'aujourd'hui, on est devenu pertinente et pertinent. Mais ça fait longtemps qu'on y travaille parce qu'on reconnaissait la valeur de ce que ça apporterait à l'élève. OK? Donc, ne sous-estimez pas la puissance de l'enseignant. Quand je fais des formations, je parle de plusieurs enseignants. Puis je ne pense pas que je suis l'exception dans le sens que je me souviens de beaucoup d'enseignants qui m'ont donné un petit morceau de pouvoir. Puis je peux vous donner l'exemple. OK? Donc, pensez pas que dans 20 ans, les élèves avec qui vous avez partagé au moins un an ne parleront pas de vous. Donc, faites en sorte qu'ils vont parler de vous comme la personne qui leur a donné la clé du succès et pas la personne qui a toujours illustré comment ce qu'était la dernière à lire, puis n'était pas au niveau des autres. Puis, tu sais, qu'on lui a fait faire des répétitions, puis des drills, puis des papepi-popu au niveau intermédiaire. Je vous assure que ces élèves-là, qui sont en difficulté réelle, faire plus de répétitions du code, même si je dis dans le même ordre d'idée, oui, il faut continuer à enseigner le code, mais ça se passe différemment parce qu'ils ont des connaissances différentes de l'élève qui apprend en maternelle. Ton élève de niveau intermédiaire a d'habitude plus de connaissances à l'oral. Il faut faire intervenir la morphologie, il faut faire intervenir le sens, puis il y en a des formations qui se donnent là-dessus. Okay? Donc, vous allez avoir une belle liste à la fin de la journée. Puis l'important, ce n'est pas d'aller vous inscrire à tout ça là, pour finir d'ici Noël. OK, dressez-vous un plan. Dites-vous, moi, j'ai besoin d'en apprendre sur quoi, puis quelle formation aiderait à répondre à mes besoins. Puis peut-être qu'il y a du soutien pour vous autres. Peut-être que dans votre conseil, on va vous dire, oui, effectivement, tu as le droit, surtout si tu peux l'écouter en différé. Tu sais, j'ai déjà vu des conseils dire, je vais te la payer, la formation, mais malheureusement, je ne peux pas te donner le temps. Donc, je sais, ça veut dire que vous êtes en train d'enlever du temps à votre famille, à votre fin de semaine. Tu sais,
c'est peut-être pas recommandé de le faire chaque fin de semaine, mais une fois de temps en temps, si vous dites, moi, je vais prendre une journée de mon été, puis je vais écouter des formations qui vont m'en apprendre sur tel élément, je pense que vous ne serez pas déçus. OK? Donc, dès maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien, je vous ai promis un beau gabarit, le document que vous voyez là. Donc, le lien, je ne sais pas si peut-être que Melinda, peut-être qu'elle peut mettre le lien dans le clavardoir si les gens veulent aller faire des découvertes. Vous avez dans la colonne A toutes les 157 recommandations regroupées par la CODP a vraiment regroupé là, des thèmes plus larges et puis a dévoilé comme des difficultés systémiques, des difficultés, des considérations particulières pour les peuples des Premières Nations, des métiers des Inuits. Donc, on a vraiment placé là, un ordre là-dedans. Mais moi, je trouvais que quand je cherchais des éléments, parce que je voulais avoir des preuves à l'appui, j'aime beaucoup savoir quel groupe minoritaire est visé, puis vous les avez ici. Puis ensuite, vous avez le groupe ou l'organisme qui est responsable d'implanter la recommandation. Okay? Est-ce que c'est le ministère? Est-ce que c'est l'ordre? Est-ce que c'est les facultés d'éducation, les conseils scolaires, les CCED? Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer? Puis des fois, c'est l'affaire de plus qu'un groupe. Est-ce que c'est l'OCRE? Est-ce que vraiment il y a quelque chose au niveau de l'école que je peux faire? On sait que les conseils ont des budgets, mais les écoles aussi. Donc, peut-être que l'école décide qu'elle priorise le succès de l'élève, puis elle va investir à cet endroit-là en achetant des ressources, en payant une formation. Ça peut absolument être très bénéfique. Les leaders en littératie, les enseignants et les enseignantes, incluant les enseignants et les enseignantes au centre de soutien. Les éducateurs, ils ont un rôle à jouer. Est-ce que ce qu'on propose, ça serait une atteinte à l'équité et la diversité si on ne l'impliquait pas ou on ne l'implantait pas? Est-ce qu'on a des experts internes ou externes à considérer? On a beaucoup misé sur le fait que souvent les conseils reconnaissent mal l'expertise qu'ils ont à l'interne. Donc, on n'est jamais prophète dans notre pays, mais il y a des gens vraiment qui ont des bonnes connaissances. On a même mis une recommandation qui dit que les gens qui veulent promouvoir des approches appuyées par la science de la littératie, la science de la lecture, que si ça diffère de ce que le conseil a comme approche, on n'a pas le droit de les réprimander. C'est sûr qu'il y a une façon de le faire, mais on doit les soutenir. Donc, vous êtes protégés par la Commission ontarienne des droits de la personne de dire, écoute, je pense que cette approche-là, elle n'est pas en lien avec la science. Est-ce qu'on peut essayer quelque chose d'autre? Voici ce que je propose. OK? On a parlé des orthophonistes et des psychologues. On a parlé aussi du financement. Donc, ça relève soit du gouvernement fédéral ou provincial. Puis, à plusieurs endroits, on parle de la formation du personnel enseignant, que ce soit au niveau du bac. Puis, on s'entend, c'est un temps de pandémie, pénurie, vous êtes hautement sollicité. Vous n'allez pas prendre un 5 en 4 ou un 4 en 5 ou un 2 en 3 pour aller vers un cours universitaire. OK? C'est pas réaliste. Mais il y a des choses qui se passent qui vont vous permettre de faire une mise à niveau de vos connaissances. Puis, je vais vous partager un petit peu les thèmes qui sont sur lesquels je travaille là, dans les coulisses. Donc, cette liste-là, elle est faite pour que vous puissiez faire des tris. Donc, allez-y, triez les recommandations par, qu'est-ce qui est réservé à la formation? Qu'est-ce qui parle de la population autochtone? Qu'est-ce qui parle de l'élève qui a des besoins particuliers? Vous allez les regrouper de cette façon-là. Maintenant, il y a peut-être plus de X à plus d'endroits que je dois mettre. C'est très possible. Mais je pense quand même avoir capté, fait le tour de la question. Donc, ça, c'est le même document, mais vous voyez qu'on a aussi une petite section sur ce que la CODP a dit qu'on doit éliminer. Puis où est-ce qu'on en parle? Puis vous allez reconnaître qu'il y a de la répétition, il y a des redondances, parce qu'il y a certaines recommandations qui sont là pour les facultés d'éducation, puis qui sont là aussi pour les conseils scolaires, qui sont là aussi peut-être pour l'école. Donc, vous allez reconnaître des parallèles, mais je pense que c'est parce qu'ils voulaient s'assurer qu'on n'allait pas se tromper. Puis ensuite, vous avez toute une série de thèmes abordés. Okay? Puis ce que je vais tenter de faire dans le Google Drive pendant la journée aujourd'hui, c'est faire le tri en ordre alphabétique pour que vous puissiez
vous trouver facilement. OK? Je n'ai pas eu l'occasion de le faire hier, mais je m'engage à faire ça aujourd'hui. Puis vous voyez que les thèmes continuent. Puis quand on avait affaire à un niveau scolaire ciblé, on l'a placé là. Si on faisait référence à une politique ou un programme du MEO, on a placé aussi les liens, mais on a aussi dit qu'il y en a qui datent. Il y a des éléments qui datent de 1982. Donc, ce n'est pas vrai qu'en 30 ans, on n'a pas de mise à jour à faire. Le ministère en est conscient, il le sait, il est en train de le faire, mais donnons-nous le temps de le faire bien. Okay? Ce n'est pas un sprint, là. C'est vraiment un marathon. Okay? Puis ensuite, on a d'autres sites liens ou d'autres liens web d'intérêt. Puis on a les documents ministériels qui sont cités. Puis des fois, on faisait référence à des sites qui n'existent qu'en anglais, mais c'est correct. On peut quand même aller cliquer pour voir ce qu'il y en est. Puis vous avez vraiment, là, dans la première colonne à la droite, à la gauche, c'est les recommandations en français, puis à la droite, c'est les recommandations en anglais. OK? Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller les lire toutes parce que peut-être que vous avez d'autres chats à fouetter, mais voici les recommandations sélectionnées qui traitent vraiment de ce que vous pouvez faire pour intégrer la littératie. C'est un enseignement explicite et progressif et cumulatif et multilinguistique et multisensoriel et multimodal à votre enseignement. Puis ce n'est pas nécessairement des recommandations qui vont vous coûter quoi que ce soit, qui vont vous coûter cher. OK? Donc, je ne sais pas si c'est la première fois que vous voyez ça, mais si oui, ben, je suis contente de vous la présenter. On n'ira pas en long et en large, mais Scarborough, en 2001, a présenté un modèle. Puis, dans son modèle, on a 2 brins de la corde qui ont à l'intérieur de chacun d'eux différents brins. OK? Ici, on traite de tout ce qu'on doit savoir côté langage oral, compréhension, côté vocabulaire, côté syntaxe, grammaire des phrases, tout ça, à l'oral, pour être capable de comprendre ce qu'on lit. Puis, on a aussi le brin où on s'occupe davantage du code. Quand je dis le code, je veux bel et bien dire là, le code alphabétique, les correspondances, graphèmes, phonèmes, sons, lettres, sons, tout ça. C'est un code, comme les mathématiques, comme les technologies de l'information. C'est un code. Donc, il faut qu'on habitue l'élève puis qu'on lui enseigne des morceaux du code, une à la fois, bien sûr, un à la fois, mais il faut l'étayer en fonction de la complexité du code. Puis autant que dans la présentation l'année dernière, on parlait des compétences en littératie structurée puis des composantes d'un tel programme, j'ai fait allusion au fait que ce n'est pas linéaire dans le sens que je ne peux pas commencer à leçon 1 puis finir à leçon 80, là, mais il y a peut-être des regroupements à faire. Il y a une certaine séquence, mais ce n'est pas aussi facile à problématiser que ça. Donc, quand j'enseigne un concept, l'élève va pouvoir faire plus que ça. Donc, si je te montre comment décoder un mot, puis que je t'ai vraiment enseigné là, le décodage de chacune des lettres, chacun des graphèmes, tu vas probablement être capable de retrouver ces graphèmes-là dans d'autres mots, puis les décoder aussi. Donc, ça va vraiment étendre les connaissances. Mais pour être capable de comprendre ce qu'on lit, ça prend les deux. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que la présentation aujourd'hui n'est pas suffisamment longue pour que je vous donne des pistes des stratégies pour l'élève qui va toujours avoir de la difficulté avec le code. Bon, c'est pas parce que l'élève qui est dyslexique qui va probablement toujours avoir des difficultés avec le code. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne puis qu'en 3e année, on dise, ben, priorise la techno-d'aide, là, fais-lui, donne-lui un PDF reader, puis tout est beau, parce qu'il n'y a pas un élève avec qui j'ai travaillé qui n'a pas fait de progrès, même s'ils étaient rendus grands, même s'ils étaient très sévères. Quand on intègre des raisons scientifiques ou un fondement scientifique à ce qu'on fait, on va faire un changement auprès des connaissances de l'élève. Il ou elle va s'améliorer. Mais c'est sûr que pour certains, comme dans mon cas, je dis toujours, moi, j'aurais un PEI en éducation physique. Je ne serai jamais coordonnée, je ne serai jamais bonne en sport. Je tombe en montant les escaliers, là, si ça se peut, là. Tu sais, let that sink in. C'est vrai. Mais il y en a des élèves pour qui c'est le code qui pose problème. C'est vraiment dans la non-transparence de la langue. Puis ça aussi, là, je l'évoque dans les formations que je donne, puis j'explique pourquoi le cerveau est fait pour reconnaître, tu sais, que je vous montre un téléphone ou une lampe, puis j'inverse.
Tu sais, je vous donne la forme miroir de ça. Vous allez le reconnaître quand même. Mais quand je vous montre un U puis un N, c'est pas pareil. Ou un B puis un D, ou un P puis un Q, ou un B puis un P puis un D puis un Q. Essentiellement, c'est la même forme. On a juste changé la version miroir où on a fait une rotation. Donc, le cerveau des gens qui ont de la difficulté à comprendre ça, c'est parce que leur cerveau, il fonctionne comme il devrait. On est supposé de faire ça. Donc, quand on enseigne le code, on est en train de dire à l'élève, malgré tout ce que tu sais, il faut que je t'enseigne des choses que vraiment, là, quand je change la lettre de côté, elle veut dire quelque chose d'autre. C'est ça qui est difficile. Je le sais que c'est pas si difficile que ça parce qu'il y a plus de gens qui arrivent à lire que de gens qui ne lisent pas. Mais pour celui ou celle qui est vraiment bloqué à cet endroit-là, c'est pas en lui faisant travailler sur le code encore plus quand il a 13 ans que tu vas le déboucher. Les difficultés qu'il y a, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'enseignante assez bonne, assez puissante pour y arriver, puis c'est pas parce qu'il n'écoutait pas en salle de classe. Il y a vraiment des raisons neurologiques. Donc, on doit changer ça, puis c'est ça qui n'est pas facile à faire. OK? Donc, ce modèle-là, il est très, très pertinent aujourd'hui. Puis, il est en lien avec le modèle simplifié de la lecture. Donc, en anglais, si vous l'avez vu, c'est The Simple View of Reading. OK? Donc, qui veut dire que si je comprends tous les mots dans le livre que je vais lire, puis je sais les décoder complètement, alors je devrais comprendre. OK? Je devrais comprendre 100% de ce que j'ai lu. Mais si j'ai seulement compris 50% des mots, parce que les autres mots, c'est des mots que j'ai jamais entendus, mais je peux aussi décoder seulement 50% des mots. Bien, si c'est le même 50% que je décode les mots pour lesquels j'ai une représentation dans le vocabulaire lexical, là, dans mon lexique mental, bien là, je vais peut-être comprendre la moitié. Mais si ce que je comprends, ce n'est pas les mots que j'ai décodés, bien, vous voyez que le produit, si on le traite comme une multiplication, il va chuter, puis pas à peu près. OK? C'est une façon de symboliser. C'était jamais censé d'être prescriptif, puis d'être, de vous obliger à mathématiser, là, puis quantifier qu'est-ce que l'élève va pouvoir faire. Mais quand on pense au niveau de décodabilité d'un livre, parce qu'il y a des gens qui l'ont mesuré, même s'ils ne l'ont pas fait en anglais, ça a été fait en français, c'est là où c'est important de le considérer. OK? Vous avez une ressource pédagogique. Il y en a plusieurs qui l'ont. C'est une ressource qui a été publiée en 2014. Puis le but de cette ressource-là, c'était de créer les fondements, de mettre la lumière sur les fondements à l'oral qui vont soutenir l'élève à l'écrit. OK? Donc, on a un chapitre qui traite de tous les éléments dans la corde de Scarborough et inversement, qui va vraiment vous permettre d'obtenir un meilleur produit à la formule de Goff et Tunmer. Puis, l'idée, c'est de partir de l'oral, bien sûr, pour étayer l'écrit. OK? Donc, il ne faut pas imaginer que ceux qui disent les littératies structurées, qui sont en train de dire il faut travailler uniquement le code. Il n'y a pas personne dans la science qui dit ça. Si oui, méfiez-vous, ils ont quelque chose à vous vendre. OK? Inversement, si on dit qu'il faut seulement travailler l'oral ou que pourvu qu'on travaille l'oral, tout le reste tombe en place, ça aussi, c'est seulement partiellement vrai. Parce que même si vous n'aviez jamais travaillé l'écrit, puis vous aviez, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, vous vivez sur une île avec 2 autres personnes que vous voyez tous les jours, puis vous pouvez communiquer oralement tous les jours, puis vous n'avez jamais besoin de vous écrire une note, peut-être que vous n'auriez jamais développé de code écrit. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de le faire, c'est que vous n'avez pas le besoin de le faire. Mais les élèves aujourd'hui ont ce besoin-là. Donc, de travailler l'oral 100%, et il faut le faire en parallèle, mais il ne faut pas le faire en imaginant que pourvu qu'on agit de cette façon-là, que le reste va tomber en place. OK? J'ai même des gens qui vont me dire, ben, en première, deuxième année, les élèves, leur calligraphie est comme, tu sais, ils ne sont même pas capables de former les lettres. Mais moi, la question que je pose, c'est, est-ce qu'on a trop souvent dit travailler l'oral sans qu'ils écrivent quoi que ce soit? Parce que je vous dis qu'avant d'arriver en maternelle, là, l'élève a dessiné, puis a écrit, puis s'est amusé à écrire des messages, même si ça ne disait pas grand-chose. Mais tout d'un coup, on a comme compris que travailler la conscience phonologique puis travailler l'oral, ça voulait dire qu'on n'avait même pas le droit d'écrire ou de faire un parallèle avec la représentation de certains sons à l'écrit. Mais on peut tout à fait faire ça. Donc, c'est une deuxième ressource que je vous partage. Et puis, écoute, j'ai fait partie de l'équipe de rédaction, mais je ne reçois aucun traitement, aucun revenu. Ça va vers l'Association nationale qui les fait imprimer. C'est vraiment pour couvrir le frais d'impression. C'est un travail qui a été parrainé par le ministère de l'Éducation. Donc, c'est fait pour être accessible. Là.
Donc, il y a des gens qui me posent la question, bien, qu'est-ce que je dois faire pendant combien de minutes de ma journée pour que l'élève soit en situation de réussite? Donc, est-ce que c'est mieux de travailler plus l'oral ou est-ce que je dois miser sur le code, puis à quel moment, puis à quel niveau scolaire? Bon, heureusement, je vous ai parlé du rapport de lire et écrire. Ils se sont posé cette question-là. Les chercheurs ont évalué toutes les tâches que l'élève devait faire en première année, puis ils les ont classées en catégories. Puis ils ont mesuré empiriquement là, pour que toi et moi, on n'ait pas à le faire, puis on n'ait même pas à se soucier de ça, pour arriver à mesurer la contribution des tâches à l'oral et la contribution des tâches en décodage, puis en conscience phonologique, puis en habileté phonologique, jusqu'à quel pourcentage de contribution est-ce que ça a? Donc, ils ont cherché à faire des corrélations entre les tâches. Puis, ils ont dit, ben, est-ce que c'est l'oral qui prime ou est-ce que c'est le code? Puis, ça n'aurait pas pu être plus parfait que ça. Si on additionne les coefficients de chacune de leurs tâches, OK? Des tâches qui sont, disons, rapportées soit comme faisant partie de la catégorie de la compréhension, des fonctions cognitives ou du code, c'est équivalent. Donc, quand l'élève est en maternelle, jardin, première, deuxième, troisième, puis on est en train de vraiment, vraiment mettre les fondements du code, il faut faire les deux, là. C'est sûr qu'il faut faire les deux. On ne travaille pas le code sans travailler l'oral. Mais il y a des moments où on veut travailler l'oral sans demander à l'élève d'écrire. On veut lire des livres pour comprendre ce qu'on lit. Mais on ne va pas demander à l'élève de lire des livres de niveau, par exemple, quand il n'y a pas encore maîtrisé le code. Parce que même dans des livres de GB+, niveau 1, on n'a pas contrôlé les correspondances graphophonimiques. Ce n'était pas ça leur but. OK? Donc, vous m'avez peut-être déjà entendu parler des défis que j'ai avec les niveaux. Puis c'est le fait qu'en français, souvent, on a traduit des livres. On a pris un livre en anglais de niveau 1, puis on a dit c'est un livre de niveau 2 en français aussi. C'est ça qui ne fonctionne pas. C'est ça qui n'est pas vrai. OK? C'est ça qui ne peut pas être vrai. Parce que la structure de la langue va être différente. I am painting dans un livre de niveau 1 en anglais, ce n'est pas équivalent à je peins dans le livre de niveau 1 en français. OK? Donc, il faut se détacher de ça. Mais des livres créés en français, même si on leur a attribué des niveaux, par exemple, la collection Escalier. Donc, du niveau A à O, moi, comme pédagogue, comme quelqu'un qui veut du matériel pour travailler avec l'élève, je veux tout à fait avoir accès à des livres que je trouve qui ont un langage plus simple, des structures de phrases plus simples, moins de texte, plus d'images, pour progresser vers des livres qui vont augmenter en complexité. Mais ces livres-là n'ont jamais dit on peut s'en servir comme des livres décodables. Les livres décodables, ça vient avant. OK? Donc, les éditions Passe-Temps sont en train de créer des séries de livres décodables. Vous allez avoir, il va y en avoir qui vont être, disons, je pense, publiés d'ici, je pense, c'est le printemps 2023. Les éditions Passe-Temps ont aussi remis des certificats cadeaux comme tirage à la fin de la journée. On a les éditions Chenelière qui sont en train de vous créer des ressources décodables aussi. On a Facile à lire, je vais vous en parler dans quelques petites minutes, puis Une syllabe à la fois, parce que ces deux-là sont déjà accessibles. Donc, je vais vous montrer un petit peu des ressources que j'ai créées pour que vous puissiez vous en servir en fonction des éléments scientifiques dont on parle. Donc, Anita Archer, ça c'est un archerism, puis elle l'a dit en anglais, là, on l'a traduit librement, mais c'est qu'il n'existe aucune stratégie de compréhension qui est suffisamment puissante qui permet de compenser le fait qu'une personne ne puisse pas lire ou décoder les mots. Ce qui veut dire que faut pas juste travailler la compréhension, mais oui, il faut le travailler. Mais rendu en 5e, 4e, 5e, 6e année, on a fait le tour du code. Il faut faire la distinction entre les élèves qui ne l'ont pas maîtrisé puis les élèves qui l'ont maîtrisé, parce que là, on va les exposer à des textes qui contiennent des mots qui peut-être sont moins faciles à lire, des mots plus scientifiques, des mots de niveau 3. Là. Pensez aux termes qu'on utilise en mathématiques ou en géométrie ou en géographie. On a quand même du lexique qui est rattaché à ça qu'on n'utiliserait jamais à l'extérieur de ces moments scolaires-là ou de ces moments de recherche-là, mais on doit les apprendre pareil. Donc, à ce moment-là, il faut faire intervenir le sens. Il ne faut pas demander à l'élève qui n'a pas encore de connaissances suffisamment étoffées de faire du sens de ce qu'il a lu quand il n'a pas tout décodé, comme dans les systèmes à 3 indices, là, ton MSV. Tu ne veux pas qu'il se fie
au sens parce qu'il est en train de construire son sens. Mais rendu en 4e, 5e, 6e année, on passe du stade d'apprendre à lire au stade de lire pour apprendre. Donc, c'est là que les élèves qui n'ont pas réussi à décoder ne pourront pas accéder aux textes plus complexes. C'est le temps d'intégrer des éléments comme la technologie d'aide pour des textes plus complexes sans arrêter de leur permettre d'accéder au code. Mais il y a des moyens d'y arriver. Okay? C'est aussi le temps pour les élèves plus forts qui ont réussi à décoder de reconnaître que si on faisait intervenir la morphologie, par exemple, tu sais, des petites parties de mots, là, qu'est-ce que ça veut dire quand tu vois le mot, je ne sais pas moi, je ne vais pas donner un exemple dans une formation que je donne parce que ça va donner la réponse, mais si je disais cafetière, qu'est-ce qu'on voit dans cafetière? Tu sais, on s'entend qu'on ne voit pas café, puis on n'entend pas café, mais est-ce qu'il y a des parallèles à faire? Puis le hier à la fin d'un mot, qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, c'est un nom. Tu sais, donc, de parler de ça avec l'élève sans lui demander de définir, puis de dire ça, c'est un nom, ça, c'est un déterminant, ça, c'est un verbe. Tu sais, ça, c'est peut-être plus simple. Puis oui, on veut les amener à reconnaître les relations entre les mots, mais on veut se servir de leur connaissance du monde et du sens pour être capable de les amener à, pas deviner, mais à faire du sens de peut-être un ou deux mots dans le texte qu'ils pourraient avoir rencontré pour la première fois. Okay? Donc, le sens, ce n'est pas une stratégie pour l'élève plus jeune, mais vous et moi, quand on lit un texte, puis on rencontre un mot qu'on n'a jamais vu, c'est certain qu'on regarde le paragraphe, on regarde le thème de ce qu'on est en train de lire. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui me donne un indice? Tu sais, si je regarde, par exemple, je ne sais pas, moi, je suis en train de lire la biographie de quelqu'un, puis il a dû se rendre chez le médecin, puis là, il nomme un médicament. Peut-être que je ne connais pas le médicament, mais est-ce que j'ai suffisamment de connaissances pour savoir que ce mot-là, c'est un médicament? Oui. Si je désire savoir pourquoi il a pris le médicament, ben là, j'ai accès à l'Internet, je peux aller voir qu'est-ce que ça fait, ce médicament-là. Peut-être que je peux me servir de mes connaissances en chimie, si j'en ai, pour aller voir les différentes parties du médicament. Mais le plus commun des mortels, comme, ben, en tout cas, moi, là, en tout cas, je ne le saurais pas, je ne le retiendrai pas, mais il y a des moyens d'y arriver, il y a des stratégies. Okay? Donc, le sens, oui, plus tard. Puis même pour les élèves qui n'ont pas bien saisi le code, de passer du temps à continuer à faire des choses qu'on leur a fait faire pendant des années de temps, c'est pas ça qui va changer la donne pour eux autres. OK? Il faut s'y prendre autrement. Puis ça, c'est ton élève de niveau, tu sais, palier 3, là, ton niveau 3, là. Tu sais, c'est peut-être pas en salle de classe que tu commences avec cet élève-là. Tu vas te fier à ce que les professionnels vont dire de faire avec cet élève-là. Parce que dans la salle de classe, on s'entend que vous êtes là pour tenter d'orienter les connaissances sur le groupe en général, mais de reconnaître quand il y a quelque chose qui tourne carré. OK? Donc, la troisième ressource que vous avez, vous allez la trouver dans le Google Drive sous ressources, je pense que j'ai mis ressources Michel Minersey, quelque chose comme ça. On vous a créé, Alexandre Mador, qui est psychologue, et moi, une ressource pour vous permettre d'enseigner avec des livres décodables parce que c'est une autre question que j'ai de tout le monde qui me dit, ben, mon conseil utilise GB+, qu'est-ce que je fais là? Moi, je dis, ben, les livres décodables viennent avant GB+, puis les livres dans GB+, ne me posent pas de problème. Même ceux qui ont été traduits, c'est juste qu'il ne faut pas que tu t'imagines que parce que ça dit que c'est un livre de niveau 1, que c'est nécessairement vrai. OK? Donc, on évoque ça là-dedans, puis on vous partage des grilles, des progressions des apprentissages sur les séries qui sont disponibles. Donc, vous avez ici les correspondances graphèmes-phonèmes dans Facile à lire à chaque niveau. Okay? Qu'est-ce que les autres ont priorisé? Puis qu'est-ce que chaque livre contient? Vous avez la progression des correspondances graphèmes-phonèmes et une liste de vérification qu'on a créée pour vous si vous avez une syllabe à la fois. Une syllabe à la fois, là, oh, c'est tellement génial comme livre parce que c'est intéressant. Chaque livre a deux formats. Un format avec un code de couleur, donc les graphèmes complexes comme tes en, les ou sont d'une couleur qui veut dire on ne peut pas les séparer, on doit faire un seul son. Puis on a, je pense que les lettres muettes sont d'une autre couleur, mais on a aussi, pour l'élève qui a peut-être besoin moins de soutien, ou si on veut comme évaluer, pas évaluer de manière empirique, mais si on veut voir si l'élève est capable de lire sans avoir accès à ces indices-là, on a la même histoire dans le même livre, mais seulement avec du texte d'une couleur, donc en noir. Puis on a quand même, on fait appel aux habiletés de décodage parce que les personnages dans le livre, on leur a donné des noms qui n'existent
pas vraiment là, dans la langue ou très peu. Donc, on voit qu'ils sont capables de décoder, mais ils ont vraiment une belle petite trame narrative. Ceux qui disent sont ennuyants les livres décodables, on ne peut pas travailler la compréhension avec ça, n'ont pas lu une syllabe à la fois, puis j'ai hâte de lire les éditions Passe-Temps, puis Chenelière aussi est en train d'aller d'en créer, parce que ce n'est pas une série qui va vous sauver, vous allez avoir besoin de variété, OK? Beaucoup plus que l'élève, vous allez avoir besoin de variété. Donc, quand on me dit, ben laquelle est-ce que j'achète, sont tellement abordables. Si je travaille avec des élèves à la journée longue, là, moi, j'ai besoin de tous ces livres-là, puis je vais les faire intervenir de manière très, très réfléchie quand le livre que je cherche, il reflète ou il présente une correspondance graphophonimique que j'ai enseignée ou sur laquelle je veux miser. OK? Donc, avec la permission aussi, les éditions Passe-Temps nous ont permis de faire la même chose, de dresser la liste de vérification à partir de ce qu'eux ont priorisé à chaque niveau. Donc, c'est vraiment pour vous dire qu'il n'y a pas une bonne réponse. Toutes les réponses sont bonnes. Il n'y a pas une bonne progression, mais si vous savez ce que le livre contient, vous devez préparer votre élève à ça. Donc, utilisez-le quand vous savez que vous avez fait le tour des correspondances graphophonimiques dans le livre. Puis si les correspondances graphophonimiques du livre, la majorité ont été enseignées, puis il y en a comme quelques-unes qui n'ont pas été enseignées, bien, servez-vous de ça comme un moment pour dire à l'élève, il y a des mots que toi, tu vas lire, puis il y a des mots que moi, je vais lire. Puis peut-être que les mots que toi, tu vas lire, bien, tu vas les mettre comme, tu peux peut-être les encadrer avec une petite gommette ou, peu importe. Si c'est un format numérique, ça se fait plus facilement, mais vous allez voir que le tour est vite joué. Donc, il n'y a personne qui dit que l'élève doit être capable de décoder le livre à 100% avant qu'on lui place sous les yeux, mais le rapport de lire et écrire, les formations qui accompagnent ça, parce que c'est une grande, grande équipe de chercheurs, ils l'ont mesuré empiriquement. Puis ce qu'on dit, c'est que plus l'élève a de la difficulté avec le code, plus le livre doit être décodable. Donc, on va dire rien de moins que 75% décodable, mais un élève fort pourrait peut-être bien se débrouiller avec les correspondances graphophonimiques qu'il a si le livre est 30% décodable parce qu'il va être capable d'appliquer certaines règles à d'autres mots qu'il va lire. OK? Mais vous n'êtes pas obligé là, de mesurer chacun des livres. On a fait le gros du travail pour vous. Puis c'est dans la formation, une de celles-là qui va être offerte en tirage. Donc, j'offre une formation d'une journée durant laquelle je vous explique le raisonnement là-dessus. Je vous montre des outils qui nous permettent de comptabiliser ça. Puis je vous demande d'arriver avec un livre que vous aimez, que vous avez tapé. Puis on va faire l'analyse de fond en comble, du début à la fin. Puis après ça, vous allez être capable de le faire pour tous les livres. Mais il va y avoir un gros morceau de fait parce que les séries que vous avez devant vous, je suis en train d'y travailler, puis ça va être prêt là, d'ici probablement à la fin du semestre. Okay? Michel, donc, oui. Ouais, je m'excuse, je ne voulais pas interrompre, mais il y a des questions au sujet des livres décodables et les années scolaires. Et nous avons une question spécifique Oui. qui dit, donc le 0,53 varie à partir de la 3e année? Non, le 0,53, c'était juste pour mesurer l'impact des tâches reliées au décodage versus la compréhension au cycle préparatoire primaire. Ce qui varie à partir de la 3e année, c'est pas que ça varie, c'est que l'élève, mettons l'élève qui a maîtrisé le code dans la mesure du possible, là, un élève de 7 ans, 8 ans, c'est un lecteur à peu près, il devrait être à peu près confirmé devant des mots qu'il connaît. Ça ne veut pas dire qu'il a maîtrisé toutes les exceptions, parce que il y en a des exceptions en français. Ça ne veut pas dire non plus qu'il est capable d'écrire tout ce qu'il est capable de lire. Mais à partir de la 3e, 4e année, on se sert du matériel du matériel écrit pour apprendre. Donc, ce n'est pas parce que le ratio change, c'est parce que ce ratio-là a été fait pour un peu debunk the myth, là, que c'est seulement un ou seulement l'autre. Donc, en maths jardin, si on fait seulement de l'oral, on va arriver en première année avec des élèves qui ne lisent pas au niveau de ce à quoi on s'attendrait. OK, est-ce que j'ai répondu à la question? Je crois que oui. Je peux juste dire quelque chose, j'interromps moi aussi. Le prix que tu donnes après-midi, c'est pas cette formation-là. Ah, ben je pensais que ça l'était. Bon, ben écoute, c'est correct. Je vais me rattraper. Tu as le droit de changer d'idée, mais c'est toi qui la donne, mais c'est pas celle-là que c'était planifié. Mais c'est pas la formation d'une journée, Lise? Non, c'est le dîner-conférence. Ah, ben écoute, désolé. Bon, écoute, une chance que c'est pas moi qui ai affiché. Ben écoute, on se parlera de ça tantôt, puis on verra peut-être si on est capable d'être assez généreux pour en offrir une, parce que je pense que ça vaudrait la peine. Excuse encore.
la grosse question pour les enseignants que je peux voir, là, d'après ce que je reçois, c'est que lorsqu'on fait les bulletins, on doit se relier à un niveau scolaire. Oui. Première année, deuxième année, troisième année. Comment est-ce qu'on va faire ça avec les livres décodables? OK. Premièrement, les livres décodables, on ne devrait plus être dans des livres décodables trop en troisième année. Okay? On s'en sert pour enseigner le code. Oui. Deuxièmement, là, je mets mon chapeau de chercheur, là. Il n'y a jamais personne qui a évalué si les tâches qu'on met au bulletin ont vraiment été réussies par les élèves. Puis là, je ne dis pas les compétences. Là. On sait que c'est ça qu'on vise. Oui. Mais on sait aussi que si vous vous rattachez à un niveau de lecture basé sur une échelle comme GB+, ce n'est pas de la science. Exact. Ça ne l'est même pas en anglais. Non. Je sais qu'il y en a qui ont des contraintes, puis on a des conseils qui disent il faut quand même que tu le fasses. Je vais prendre ce que Stephanie Stoller dit, qui est « weighing the pig doesn't make it fatter ». Je peux te donner des chiffres. Ça ne veut pas dire pour autant que les chiffres disent ce que tu penses que ça dit. Okay. Un exemple de ça, c'est, on peut avoir dans une échelle de progression des livres de niveau GB+, niveau 1, niveau 2, ensuite je lis des syllabes. Oui. Il n'y a pas un livre sur la Terre, sur la planète, qui n'a pas des syllabes. Donc ça vient avant le livre de niveau 1, si on veut même parler de niveau là. Puis dans le livre de niveau 1, puis je vais vous partager une grille qui explique les critères d'un livre de niveau 1. C'est des choses comme, tu sais, des phrases de telle longueur, tu sais, des textes de telle longueur, un vocabulaire comme ça. On ne parle pas du code du tout, mais il n'y a rien entre le niveau 1 ou le niveau A et le niveau B qui me permet de dire c'est quoi que l'élève a franchi pour y arriver, parce que c'est toutes les compétences qui sont complexifiées un petit peu, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas... C'est une interaction de toutes les compétences. Donc, il y a des moyens de mesurer les indicateurs de la réussite. Puis ça, c'est dans la conférence d'une journée que je présente sur l'évaluation de la lecture. Puis ça, vous allez être capable de le dire. Mais vous ne pouvez pas dire à un certain niveau scolaire, l'élève réussit à ce niveau, à un tel, correspond à un tel niveau de GB+, par exemple, parce que ça n'existe pas. Puis une des critiques que j'ai de Facile à lire, c'est que ils ont fait ça. Ils ont placé leur livre décodable sur l'échelle de Fountas Pinnell puis GB+. Bien, déjà là, vous voyez qu'il n'y a même pas une correspondance exacte parce que Fountas Pinnell puis GB+, ça ne s'enligne pas. Puis c'est pas grave si ça ne s'enligne pas. Je vais vous montrer, là, il y a des critères différents. Oui. À un moment donné, on parle dans Fountas Pinnell, on parle des contractions. Comme en anglais, tu sais, c'est can't, won't, don't. Mais ce qui utilise l'apostrophe en français, c'est pas la même chose qu'en anglais. Non. On ne fait pas des contractions au même endroit. Donc, ça n'arrivera pas au même moment. OK? On a aussi, même dans la série de Facile à lire, Les Animaux 1, qui est un livre de niveau 1, correspond à un niveau E ou de Fountas Pinnell, mais les 3 niveaux qui suivent, c'est des niveaux D. Bon, moi, je vous dis que ça ne me pose pas un problème parce que moi, je sais qu'il n'y a pas de correspondance à faire. Mais si on veut être dans la science, on ne peut pas imaginer que des livres décodables, ça s'insère dans un niveau de lecture de livres gradués. Puis moi, j'ai aussi une parenthèse à faire par rapport aux livres gradués. C'est pas vrai qu'ils sont tous équivalents. Un livre gradué, nivelé, qui a été créé en français, en tenant compte de critères comme, par exemple, ce que les éditions Passe-Temps fait, ça me permet de savoir que les livres de niveau plus inférieur sont plus simples que les livres de niveau plus, disons, supérieur. Puis ça, on l'a mesuré avec un conseil scolaire, avec des élèves franco-ontariens. Et puis, vraiment, on était assez pas étonnés. Ça nous a permis vraiment de cibler des indicateurs de la réussite qui sont à la fois axés sur la lecture, donc la façon que l'élève est en train de maîtriser le code, mais aussi la compréhension. Okay? C'est ça. Mais la grille ne ressemble pas à la grille de GB+, parce que c'est la grille de GB+. Puis si je dis GB+, ça peut être une autre série nivelée qui utilise la même grille que Fountas Pinnell ou, tu sais, donc c'est pas parce que GB+, en soi, c'est un problème. Les livres créés en français, ça va. Si on les a placés au moment où on a comme respecté certains critères, mais vous allez voir dans l'analyse que les critères ne sont pas très, très détaillés sur cette échelle-là. Okay? Donc, vous allez avoir tous les arguments pour l'avancer. Des fois, ce n'est pas populaire ce que je dis parce que ça oblige un changement, puis ce n'est pas aussi facile que d'arriver avec un pourcentage. Mais je vous assure que si vous vous en tenez à le pourcentage, au calcul de pourcentage de mots en erreur sur un livre GB+, puis vous dites « Oh, regarde, c'est échoué, c'est réussi », je sais qu'il y a des questions sur la compréhension, là,
Mais si on ne passe pas à l'analyse de l'erreur, vous allez manquer le bateau parce que vous ne saurez pas comment intervenir. C'est ça qui manque à ces grilles d'analyse-là. Mais avec l'étude qui a été réalisée au CSPGNO, on est arrivé à une grille, on est encore en train de la peaufiner parce qu'on veut la simplifier, mais une grille qui est beaucoup plus près de ce qui est facile à mesurer. Puis quand tu sais comment l'intégrer, puis quand tu sais comment t'en servir, oui, ça devient facile. Peut-être pas la première fois que tu l'administres à ton élève, là, ça va te prendre 2-3 fois pour te souvenir où sont les indicateurs sur la page. Mais une fois que tu le fais, là, ça va faire comme la grille GB+. Vous allez être habitué, mais vous allez être capable de dire, on s'appuie sur la science pour le dire. Mabelle, écoute bien, je m'excuse, je t'appelle Mabelle. Les gens posent la question, où est-ce qu'on trouve les ressources? J'ai répondu à leur site web, mais il y a une exception. Il y a une dame qui ne trouve pas la ressource numéro 3. Et pas là encore. Ça s'en vient. C'est parce que ce matin, j'ai demandé à quelqu'un de me relire hier soir, puis ils ont trouvé des petits pépins. Okay? Donc, merci de votre patience. Je vous assure que c'est là-dedans. D'accord. Okay? Merci. Désolée. Donc, également dans la ressource, je vais vous donner un exemple du traitement que je fais sur les livres, qu'ils soient décodables ou pas, mais ça, c'est un exemple de livre décodable. Donc, on a fait l'analyse de toutes les correspondances graphophonimiques dans le livre. Donc, si tu prends ce livre-là, tu sais que l'élève doit être capable de faire tout ça. OK? On a aussi ces lettres muettes-là. On a des lettres en fin de mot qu'on entend, comme des en, ENT ou des NT, comme lentement, par exemple. On a mis des statistiques descriptives pour ceux qui pouvaient s'y intéresser, là, la longueur de mots, combien de différents types de mots on voit, mais ça intéresse peut-être juste les chercheurs. Là. On fait la liste des mots que l'élève pourrait ne pas connaître dans le sens que c'est reconnu comme pour la première fois. Puis dans ce cas-là, fossile puis mijote, oui, ce sont des mots en français. On a mis un NP à côté pour dire que dans l'histoire, c'est un personnage qui s'appelle Fossile ou qui s'appelle Mijote. Puis ensuite, on vous fait la liste des mots fréquents, puis combien il y en a dans le livre. Dépendant de si c'était accessible, on a aussi pensé que ce serait intéressant des fois, dans le cas de certains livres, de faire la liste des correspondances graphophonimiques qui ne sont pas présentes. Parce que peut-être que c'est plus facile d'aller dire, OK, c'est vrai, je n'ai pas fait le G12, je n'ai pas fait le 1, OK? Puis ici, les mots fréquents qui ne sont pas présents dans le livre, c'est une liste de mots fréquents basée sur une certaine analyse. C'est moins pertinent, mais dans la formation d'une journée, je vous explique un peu comment y arriver. OK? Puis on vous donne aussi, parce qu'on sait que même si je l'ai dit souvent aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'un élève sait lire un mot qui est capable de l'écrire, on vous donne la liste du taux de réussite en orthographe, peut-être pas en Ontario. OK? La raison que je ne donne pas ces outils-là sans formation, c'est parce que je sais ce qui va arriver. Les gens vont dire, « Oh, regardons ça, là. Je m'attends à ce que l'élève puisse écrire le mot « des » en première année avec 93 % de réussite. » Bon, je ne dis pas qu'il n'est pas capable. Je vous dis que ça n'a pas été mesuré avec nos populations minoritaires ou avec nos populations en apprentissage d'une deuxième langue ou d'une troisième langue. Les taux sont intéressants pour moi parce que comme j'utilise les grilles des livres gradués qui sont créés en français pour placer les livres un contre l'autre, je peux placer les mots un contre l'autre. Donc, je peux faire un tri puis avoir tous les mots les mieux réussis à l'écrit au haut de la page parce que si je veux faire un exercice à l'écrit, je vais être capable de le faire à partir de ces mots-là. Puis je ne m'attendrai pas à ce que l'élève écrive correctement des mots qui sont trop peu souvent réussis dans des contextes majoritaires. OK? La réflexion, elle est importante. Ne sous-estimez pas vos connaissances. Puis ça, là, avec un matin avec moi, là, puis vous comprenez, là, vous l'avez. Si ça n'a pas été clair aujourd'hui, je vous assure qu'on va faire le tour de la question. Puis j'offre toujours un accompagnement. Puis vous allez me relancer vos questions avec le temps. Et puis vous allez parfaire vos connaissances ou vos compétences d'analyse. Puis je ne veux pas que vous vous mettiez à faire ça sur chacun de vos livres. De un, j'ai déjà fait une grosse partie du travail pour vous. De deux, si vous avez des livres que vous utilisez souvent, qui ne font pas partie de ces séries-là auxquelles on a accès, mais que vous voulez le mesurer, faites-le. Puis si vous êtes 15 enseignantes à votre école qui faites chacun 3 livres, bien là, vous avez des données sur 45 livres. Donc, utilisez vos forces, unissez vos forces, puis vous allez voir, vous allez aller beaucoup plus loin. Donc, ce qui s'en vient,
c'est justement des grilles d'évaluation, puis la raison qu'elle est embrouillée, là, c'est avec raison, évidemment, c'est parce qu'on est en train de la finaliser, mais ces grilles d'évaluation-là sont disponibles pour 2 livres par niveau des livres Escalire, parce qu'ils ont été créés en français, puis parce que l'étude qu'on a menée nous a permis de confirmer qu'effectivement, c'est relativement corrélé avec le niveau scolaire auquel on pense les élèves peuvent le lire, puis ça, on l'a mesuré empiriquement. Okay? Donc ça, je peux vous convaincre là-dessus. Pour cette raison-là, si je ne veux pas évaluer le code, parce que mon premier argument est encore vrai, un livre décodable, ce n'est pas un livre gradué. Okay? Donc, à partir du moment où l'élève a fait le tour des correspondances graphophonologiques, graphophonimiques, je peux commencer avec le livre de niveau A, par exemple, d'Escalire, mais j'ai 18 livres. Donc, si je retiens les 2 livres sur lesquels j'ai une grille d'évaluation, puis que j'utilise le reste pour qu'on se pratique, pour qu'on s'exerce, pour amener à la maison, puis tout ça, bien, ça m'en donne 2 où je peux dire, bien, si je veux évaluer si l'élève a vraiment compris ce qu'il a lu, je peux me servir de ces 2-là. OK? Il y a aussi une collection, celle-là, elle existe déjà, c'est la collection Naramus. C'est il y en a 13, il y a 13 différents livres comme ça. C'est fait par l'équipe qui a fait le rapport Lire et écrire en 2016. Puis, c'est centré sur un livre qu'ils ont créé. Ce n'est pas un livre décodable, c'est un livre qu'ils ont créé, mais on réinvestit ce livre-là au fil du temps. Donc, chaque livre que vous voyez, là, chaque couleur, contient un livre jeunesse avec des modules de tâches qu'on fait avec l'élève. Plus on est jeune, moins on travaille l'écrit, mais on va travailler beaucoup la conscience phonologique. Mais quand on arrive en 2e année, parce qu'il y en a qui vont cibler la 2e année, là, on peut faire des petits exercices sur le code, sur les lectures, c'est des jeux de mots, des choses comme ça. Donc, c'est une très, très belle progression. Puis, j'ai un groupe d'étudiants cette année qui est en train d'appliquer ces principes-là à des livres qu'on a en salle de classe. Donc, quand ça va être prêt, ça aussi, je vais vous les partager. Donc, juste pour aller au bout de mon idée tantôt, quand je vous disais, bien, justement hier, j'ai une enseignante merveilleuse qui me dit, écoute, tu peux-tu me partager ta liste de correspondance là, des niveaux Fountas et Pinnell, puis GB+, puis décodable, puis tout ça. Bon, je sais que c'est petit, là, OK, parce que c'est une capture d'écran qui figure dans la ressource pédagogique, dans la ressource numéro 3, qui va être ajoutée à votre bac de trésor aujourd'hui. On a placé chacun des types de critères pour Fountas et Pinnell. OK? On a placé les livres de facile à lire aux endroits où eux les ont placés. Donc, on s'entend que c'est à peu près impossible avec des livres qui portent sur des syllabes ou bien des livres du niveau d'introduction 1 d'avoir couvert tout ça. Puis ensuite, on a fait la même chose. Il fallait le faire en 2 parce que les livres faciles à lire, ils peuvent seulement être comparés à une des échelles à la fois parce que les 2 échelles ne sont pas bien alignées. OK? Donc, ici, vous avez avec l'échelle Fountas et Pinnell, puis ici, vous avez avec l'échelle GB+. Mais il y a des considérations dans certains livres, puis je vous les ai partagées. OK? Donc, je ne sais pas si je l'ai placé ici, je ne pense pas. Dans certains livres de facile à lire, par exemple, dans le livre qui traite de la syllabe qui commence avec S, on trouve le mot pas, puis le mot ici. Donc, si on est au niveau syllabique, là, pré-lecture, c'est peut-être pas le moment de présenter des mots dans lesquels on voit la lettre qui muette ou dans laquelle on voit d'autres lettres qui font le même son. Donc, un livre qui a suivi la science de la lecture a tenu compte de ça. OK? Un livre qui suit la science de la lecture n'essaie pas de placer des livres décodables sur une grille GB+. Je comprends leur intention. Ils ont fait ça pour plaire aux gens qui, comme vous, dites bien, à quel niveau ça se trouve. Bien, à un moment donné, il faut être assez courageux pour dire « ça ne se fait pas ». C'est ça la réponse. Ça ne se fait pas. OK? Donc, vous pouvez, ça peut être un minor corridisme. Ça ne se fait pas. Donc, votre tâche, c'est de reconnaître quand utiliser des livres pour travailler l'oral puis pour lire aux élèves versus quand utiliser des livres que l'élève peut lire, mais il faut quand même que vous ayez une bonne connaissance du code pour éviter ce que je viens de dire. OK? Donc, dans la journée scolaire de l'élève, on va s'entendre au niveau préparatoire primaire, il faut qu'il y ait de la place pour les 2. Mais dès que ça maîtriser le code, vous passez à d'autres choses. Donc, les livres ne sont pas monotones.
Les gens qui pensent que les livres sont monotones, ben de un, ils n'ont pas lu des séries comme Une syllabe à la fois, puis comme les autres séries qui s'en viennent, parce que je sais que ça va être des petits bonbons pour nous autres. Mais de deux, c'est parce qu'ils pensent que nous autres, adultes, majeurs, vaccinés, 47 ans, lectrices confirmées, c'est sûr que je trouve que les livres décodables, je ne m'assoirais pas vraiment pour lire ça pour le plaisir. Mais l'élève, ce qu'il trouve intéressant, c'est de pouvoir démontrer comment il est bon. Puis c'est le succès qui le motive à lire plus que l'intérêt. Puis ça aussi, ça a été mesuré empiriquement. Donc, partir de l'intérêt de l'élève dans le sens que si l'élève veut prendre un livre d'un niveau plus avancé, permettez-leur de le prendre. Mais dites-lui, il y a peut-être des mots là-dedans que tu ne connais pas encore, mais quand tu vas lire avec maman ou papa, toi, tu peux lire les livres que tu connais, puis maman ou papa peut lire les autres mots. Tu peux lire les mots que tu connais, puis maman et papa peuvent lire les autres mots. Okay? Si tu dis à l'élève, ne va pas dans ce bac-là, tu viens de lui imposer une limite. Tu viens de lui dire qu'il n'est pas capable. Puis lui, il ne reconnaîtra pas quand est-ce qu'il est capable. Okay? Donc, ne l'empêchez pas, plutôt prévenez-les. Okay? Donc, si tu amènes, dans mon temps, là, ceux qui ont de mon âge, c'est peut-être pas tout le monde, mais ceux qui ont mon âge, dans mon temps, on avait Rémi et Aline. Puis madame, elle nous disait toujours, là, tu ne peux pas lire passer cette page-là, là, parce que, par exemple, peut-être qu'à la prochaine page, on avait un mot comme Mirabelle, puis on n'avait pas encore vu le E devant des jumelles ou le E devant une consonne qui fait E, même s'il n'y a pas d'accent. OK? Bon, on n'était pas censé tourner la page, mais je suis à peu près certaine, il y en a qui tournaient la page pareil. Mais la raison pour ça, c'était parce que madame avait pratiqué ce qu'elle nous avait enseigné, puis c'est ça qu'elle voulait que tu pratiques à la maison. OK? Ça, c'est la tâche des livres décodables. Tu peux utiliser des livres décodables, même si on a le mot « pas » puis le mot « ici ». Tu vas peut-être juste te faire le plaisir là, de l'encadrer, peut-être avec un crayon, puis tu vas dire ces mots-là, lis-les pas avec maman. Ou toi, fais seulement lire les mots qui commencent par S. Tu sais, il y a moyen de travailler avec tout le matériel. Moi, je suis une ancienne comme, je vais dire, je ne suis pas bibliothécaire, là, parce que je n'ai pas fait d'études universitaires là-dessus, mais j'ai travaillé à la bibliothèque longtemps. Donc, vous ne m'entendrez jamais dire de jeter un livre. Même s'il a été traduit, mais vous allez m'entendre dire ne te fie pas au niveau. Ça, oui. OK? Donc, le dernier élément que je veux vous laisser, c'est qu'on nous demande souvent de quantifier la réussite de l'élève pour nos bilans, les statistiques qu'on doit donner à nos cadres. La réponse à l'intervention, là, oui, il faut la mesurer chez l'élève. Puis ça, je sais que vous avez eu probablement des formations là-dessus, mais c'est bidirectionnel. Puis voici. Si je vise trop bas, ben là, je vais être capable de dire que tout le monde réussit, puis moi, je vais avoir l'air comme si j'atteins mes objectifs, puis je suis une rockstar. Et ça veut dire que mon objectif n'était peut-être pas assez étendu. Si je vise trop haut, ben là, personne n'apprend, mais c'est le cas de certains qui me disent, ben jusqu'où est-ce qu'il faut que je descende la barre, là? Ben, en temps de pandémie, je te dis que peut-être qu'il faut que tu descendes la barre en deuxième ou en troisième année parce que les autres ont fait 2 ans de scolarité en virtuel, puis il n'y avait peut-être pas une enseignante capable de lui dire qu'il avait bien lu ou bien écrit quelque chose parce que les 30 au bout de l'écran, c'est difficile à gérer. OK? Donc, c'est pas jusqu'où est-ce que je descends la barre, il faut que je rencontre l'élève là où il est, puis que je bâtisse sur ses connaissances. Mais si je vise juste, puis je suis dans la zone proximale de développement de l'élève, les seuls élèves qui ne réussissent pas, ça devrait être ceux qui font partie du 4 à 7 %, puis c'est pour eux que je veux du soutien, donc je vais le savoir beaucoup plus rapidement. Donc, si je ne me sers pas de la réussite de l'élève pour informer mes pratiques, j'ai manqué le bateau. Donc, ça va dans les deux sens. OK? Donc, l'enseignant se laisse guider par la réussite ou la non-réussite de son groupe pour ajuster les cibles, puis pour enseigner dans la zone proximale de développement de l'élève en fonction de l'évaluation au service de l'apprentissage. Donc, je vous laisse aussi là, une liste de formations gratuites que vous pouvez écouter comme ça là, en faisant le souper. Puis, il y en a une belle au sujet de l'évaluation au service de l'apprentissage qui a été publiée sur TA à l'école, dans laquelle je pense qu'on répond à plusieurs de ces questions-là. Donc, la Commission ontarienne des droits de la personne a été claire là-dessus. La réussite de l'élève ne reflète pas l'enseignement. Donc, ce n'est pas l'enseignante qui est pénalisée si son groupe ne réussit pas. Mais si l'enseignante n'est pas capable de démontrer ce qu'elle a tenté de faire, bien là, c'est différent. Là, là, il y a un ajustement à faire. OK? Donc, je vous invite à penser à vos objectifs. Je ne sais même pas si c'est encore la mode. Il y en a qui me disent que oui. Au lieu de formuler un objectif sur la réussite de l'élève, formule-la donc sur ton objectif. C'est toi, tu t'engages à mesurer le progrès sur, je ne sais pas, j'invente là, le concept enseigné, aux 2 semaines, de manière assidue. Tu vas l'obtenir, tu vas l'atteindre ton objectif. Mais ce que tu dois faire, c'est
regarder la réussite du groupe pour dire, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai enseigné qui n'a pas été maîtrisé? Ce que tu ne fais pas, c'est dire, toi, tu as eu 2 sur 20. OK? Puis si ton objectif d'apprentissage, il est bien construit, on a des ateliers qui sont disponibles en rediffusion sur la conception des tâches à l'écrit, sur lexigraphie. Vous allez comprendre qu'il ne faut jamais placer l'élève devant une situation d'évaluation où il y a des choses qu'il ne peut pas réussir. Puis ça, ce n'est pas de donner une carotte ou de donner une médaille à tout le monde. C'est que si je veux mesurer le C dur, il faut que je donne des mots avec des C durs. Puis je ne peux pas mettre des mots avec des C durs et des C doux avant d'avoir vraiment enseigné puis mesuré le C dur seul, le C doux seul. Puis ensuite, on s'est exercé. Puis après ça, il y a des intrus. Ça fait partie de la progression des apprentissages de l'élève. Mais il faut être capable de savoir qu'est-ce qui est important à mesurer. Puis si je m'informe, je me laisse informer sur la réussite du groupe, vous allez voir que vous ne vous tromperez pas. OK? Donc, pensez à, au lieu de smart, c'est smarter. Donc, ce n'est pas éthique de demander à un élève qui apprend la langue de réussir au même titre qu'un élève qui n'a jamais parlé rien d'autre que le français. Puis, si tu n'es pas capable de placer ton résultat quelque part, comme à quel niveau, je dois dire à quel niveau GB+, l'élève lit. Bien, dis-le, mais ça n'a jamais été répertorié de cette façon-là. C'était pas ça le but. Même si on a cru ça, on le sait maintenant qu'on nous a induit en erreur. Il y a des gens plus puissants que nous en 1980 qui voulaient vendre un produit, ils l'ont fait. Mais en ce moment, c'est comme ce que Maya Angelou dit. You do the best you can until you know better. And when you know better, you do better. Ben, tu ne peux pas être responsable de ce que tu as fait avant, puis tu n'as pas fait de tort à un élève, tu n'as pas causé des difficultés. Tu ne les as peut-être pas trouvées aussitôt que tu les trouverais avec une approche comme celle qui va être décrite aujourd'hui. Mais là que tu le sais, même si tu sais suffisamment pour dire « je sais poser la question », même si je ne suis pas tout à fait à l'aise avec tout ce qui se passe, pose-la la question. Il y a des gens qui sont là pour y répondre. OK? Donc, dans une autre ressource, on vous propose, ça c'est un amalgame très complexe une planification d'une leçon en littératie genre structurée ou un enseignement explicite. C'est sûr qu'à toutes les leçons, vous n'aurez pas toutes ces catégories-là. Mais on voulait vous donner les options, donc pour que vous pensiez à la morphologie du mot, à l'étymologie. Mais pour certains éléments, vous allez peut-être seulement travailler avec une liste plus simplifié. Parce que si tu ne prévois pas le code ou les mots que tu vas utiliser à l'avance, vous allez faire comme moi. Si j'essaie de trouver un exemple pendant que je parle, je ne suis pas capable d'en trouver. Là. Donc, il faut que j'arrive avec des éléments. Puis s'il y en a d'autres qui me reviennent pendant que j'enseigne, tant mieux. Mais c'est une façon de le planifier. Donc, ça aussi, ça fait l'objet de formation. Donc, faites pas toute la même journée ou la même année. Décidez de l'outil ou de la ressource qui vous servirait, puis essayez de l'exploiter, puis quand vous l'aurez maîtrisé, bien, vous intégrerez quelque chose d'autre à votre bac d'outils. OK? Mais Michel, je vais encore. En parlant d'outils, une syllabe à la fois, il y a une question. Est-ce que les syllabes dans le livre sont découpées à l'oral ou à l'écrit? Sont pas vraiment même découpés. Ça s'appelle une syllabe à la fois, là, mais ils ne sont même pas vraiment découpés. La seule chose qui est identifiée, c'est les graphèmes qui doivent rester ensemble là, quand on les prononce. Donc, autre que ça, c'est un mot. Mais ils ont quand même placé des structures syllabiques plus simples en début de parcours, puis plus complexes en fin de parcours. Donc, oui, ils ont suivi cette progression-là. Donc, l'investissement dans vos connaissances, je suis consciente du temps. Donc, pour celles qui ne le savent pas, là, dans 2 minutes, on s'en va à la pause. Donc, ce qui va avoir le plus grand impact sur vos élèves, c'est vos connaissances. Donc, formez-vous. On a 9 crédits à l'école d'orthophonie qui traitent de la science de la lecture, avant même que la CODP nous le dise de le faire. On a des conférences qui vont venir, genre conférence du vendredi, qui vont venir à la clinique universitaire. Ça c'est à l'école des sciences de l'éducation. On fait des conférences du vendredi avec le groupe qui est actuellement en train d'obtenir son brevet d'enseignement. Puis à la clinique universitaire d'orthophonie, puis aussi à la faculté lexigraphie, vous avez plein d'occasions de perfectionnement professionnel. Celles de la clinique universitaire vont être affichées sous peu. Donc, si vous balisez le code QR là, pour le groupe Facebook que je vous ai présenté, puis pour lequel vous allez avoir le code, vous allez y avoir accès. Je vais l'annoncer là quand ça va être prêt. Ressourcez-vous. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Vous êtes en train de prêter attention à tous les trucs qui pourraient vous aider. OK? Je vous ai fait part des groupes Facebook que je suis
parce que j'en apprends énormément. Il y en a d'autres, mais c'est selon moi, ceux où il y a des discussions très, très, très riches, OK, qui se font parce que votre perfectionnement professionnel peut venir à un prix très modique. Puis à ce moment-là, c'est sûr que ça ne coûte rien. Unissez vos efforts avec vos collègues, mais réfléchissez. OK? Une ressource qui vous parle de la fréquence à l'écrit versus la transparence, peut-être qu'elle ne vous le dira pas, mais dans l'organisation de la progression, nous, on est capable de faire la distinction. OK? Donc, si ce n'est pas écrit ou si ça dit que c'est basé sur une liste de fréquences orthographiques, ça ne veut pas dire que ça va être facile à écrire ou à lire. Méfiez-vous de ceux qui disent « j'ai la recette magique, achète ce programme-là, puis le tour est joué ». Méfiez-vous de ceux qui disent que c'est seulement la compréhension qui va aider ou c'est seulement le code, parce que c'est vraiment les deux. Méfiez-vous des grilles qui mènent à des scores sans vous obliger d'interpréter la réussite de l'élève puis les types d'erreurs. Okay? Un pourcentage de 88 là, sur une lecture, ça ne me dit rien, moi. Okay? Faire des exercices de répétition, des drills avec les plus vieux, détachés du sens ou de la morphologie, ça aussi, ça va les laisser sur leur soif. Il faut faire intervenir des choses qui n'ont pas été essayées parce que je vous assure, il y en a eu suffisamment de répétitions. OK? Puis, sachez évaluer vos collections de livres et de matériel utilisés. Donc, on a créé un organigramme qui vous permet de poser des questions, puis vous l'avez sous forme de signettes dans les ressources qui vont être placées dans le Drive aujourd'hui. OK? Donc, si vous voulez savoir comment évaluer la lecture, l'écriture, comment reconnaître les erreurs en lecture ou en écriture, quoi faire avec, bien alors suivez-moi. Puis je vous assure, là, il y a des conseils qui nous approchent, puis on est en train de former le conseil au complet, là, des enseignants là, préparatoires primaires qui vont recevoir cette formation-là. Donc, vous savez où nous trouver maintenant, puisque vous allez recevoir dans votre trousse les diapos que je vous partage. Ne s'arrête pas là où moi j'ai arrêté. C'est là où vous allez avoir toutes les formations, les liens vers ce qui est gratuit, il y en a peut-être qui sont payantes, mais à vous de décider si ça vaut le coup. Puis les coups de cœur que j'ai, le matériel que j'adore. J'ai une ressource de matériel par thème que je peux vous partager aussi. Donc, au courant de la journée, je vais être une petite souris qui va placer des cadeaux dans ce Google Drive-là. Donc, sur ce, avec 1 minute de retard, les gens qui me connaissent vont savoir à quel point 2 minutes, à quel point c'est